Bienvenue dans Build to Grind, c'est le podcast qui donne la parole aux entrepreneurs qui construisent un peu le futur de demain, les grinders. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir euh, Yanis Iceman, qui est un entrepreneur fascinant qui a su créer vraiment tout un écosystème autour de lui. Est-ce que tu peux te présenter en genre trois mots ou trois phrases? Ça marche. Nice, 23 ans, j'ai 4 différents produits, dont 2 agences et 2 produits digitaux. J'ai fait 10 000 € par mois en freelance à 21 ans, on pourra en parler juste après. Et actuellement, je suis en train de créer un écosystème autour des SaaS. Je crée du contenu sur LinkedIn, sur YouTube, sur X, etc. Allez me retrouver là-bas. Et là, on va vous envoyer un max de valeur. Trop bien, trop cool. Bah écoute, je te remercie d'être là, Yanis. Merci à toi. Déjà, j'ai une petite question vraiment un peu importante. C'est quoi qui t'a lancé dans les SaaS? C'est quoi qui t'a poussé à créer ce premier SaaS? Parce que voilà, tu es assez jeune et donc du coup, tu t'es lancé dans les SaaS très tôt. Ouais, alors du coup moi de base je suis développeur de formation, donc c'est vraiment par là que je suis rentré un petit peu dans l'entrepreneuriat, etc. Et je suis arrivé assez vite en freelance en fait parce que j'avais un très très bon profil sur Malte. J'ai vraiment tout donné pour un bon profil sur Malte et donc j'étais super malteur et donc j'arrivais à avoir des clients comme ça. Sauf que en fait je trouvais que les missions freelance c'était un peu comme être en CDI, avoir un patron. Et moi déjà à l'école je détestais quand quelqu'un me disait de faire quelque chose. J'ai toujours été un peu le profil où j'apprends énormément 12 heures par jour dans ma chambre tout seul, mais dès que tu me mets dans une classe, ça m'énerve. Dès que tu mets un patron, ça m'énerve. Et donc, il faut que je fasse des trucs par moi-même. Donc, même si je gagnais bien ma vie en freelancing, il manquait d'excitation, il manquait de quelque chose. Et du coup, j'ai commencé à lancer des projets, un, 2, 3, 4, 5 SaaS, tous tout droit dans un mur parce que j'étais développeur et non pas pro en acquisition client et en marketing. C'était là ma grosse erreur. Mais à un moment donné, j'ai lancé un SaaS qui avait levé 2 500 € en 24 heures avec d'autres gars dans une niche au moment où il y avait l'explosion de l'IA. Et il y a un gars dans l'équipe qui s'occupait du marketing. Moi, j'étais développeur à l'époque. Il m'a dit, mais mec, crée du contenu. Et moi, j'ai toujours été ouvert aux conseils comme ça. Du coup, je me dis, bon, bah d'accord, je vais essayer. J'ai créé du contenu sur X et petit à petit, j'ai commencé à développer une audience. Et donc, maintenant, je parle du SaaS parce que j'étais développeur. J'ai lancé plein de SaaS. Donc, je connais bien le dev, je connais bien la création de SaaS et j'ai commencé à créer du contenu autour de ça. Et entre-temps, j'ai appris le marketing plus spécifiquement pour les SaaS. Donc, vraiment, en fait, je comprends vraiment tout ce qui se passe autour d'un SaaS et ça me permet d'en parler avec mes compétences et de le partager. Ouais, c'est trop bien. Du coup, tu as créé vraiment un écosystème autour des SaaS, un environnement, tu t'es focus dans ça et tu es allé au bout des choses. C'est trop bien. Si je peux partager en fait un petit retour d'expérience, c'est que jusqu'à maintenant, je lançais plein de projets, Ouais. notamment des SaaS. Le SaaS, c'est un business model. J'ai aussi lancé des agences. Et grosso modo, à 80% des SaaS, ils loupaient tous. Et à chaque fois, je repartais à zéro. J'étais déprimé parce que je venais de passer 4 mois sur un projet. Il fallait que je reparte à zéro. En fait, mon apprentissage, ça a été qu'il faut créer un écosystème. C'est-à-dire que tu prends un persona, peu importe lequel, peu importe la niche, tu prends une personne, pour moi ça va être les créateurs de SaaS, et tu leur offres un maximum de valeur, que ce soit avec du contenu gratuit, des produits payants, etc. etc. Et maintenant, tous mes produits font de l'argent. Genre 100% de mes produits que j'ai lancés dernièrement ont tous fait de l'argent. Que ce soit mon agence Incomparable, que ce soit mon école Sassy-Rose, que ce soit mon boilerplate Incomparable Kit, ou même plus récemment Miniamaker.ly. Ok, trop bien, trop bien. Du coup, voilà, tu viens de nous dire qu'en fait, tu as quatre projets en parallèle, quatre projets que tu as lancés de tes mains. Moi, j'ai une question qui me vient, c'est un peu, est-ce que déjà tu as une petite anecdote à nous partager sur la création d'un de ces produits où vraiment tu t'es dit, waouh, ça c'est vraiment, faut le marquer dans un livre, quoi. Est-ce qu'il y a un truc qui m'a marqué? C'est l'agence Incomparable. En fait, moi, j'avais déjà une agence avant qui s'appelait MVP Rocket. Et je l'avais un Ok. peu délaissée. Je travaillais un peu en mode freelance, etc. Et pendant une période peut-être d'un an, je lançais que des SaaS. Je voulais pas prendre de mission. Je lançais des SaaS, je lançais des SaaS, je lançais des SaaS. Et j'avais laissé cette idée d'agence de côté. Et en fait, pendant ce temps-là, j'ai créé du contenu. Donc, je devais avoir 2 000 abonnés sur LinkedIn. Et je me suis dit, ah bon, voilà, j'ai plus d'argent. Je suis à moins 6 000 €. J'étais vraiment à moins 6 000 € sur mon compte en banque parce que je lançais tellement de SaaS et je voulais pas travailler en freelance que je prenais aucune mission. Et je me suis dit, bon, c'est vrai que les SaaS, c'est un peu dur, surtout comme je m'y connaissais pas assez. Est-ce qu'on relancerait pas l'agence? Et du coup, j'ai fait un post sur les réseaux sociaux de mon agence. Instantanément, j'ai eu un client et j'ai rentré 15 000 € juste parce que, en fait, j'avais une communauté, j'avais 2 000 personnes qui me suivaient sur LinkedIn et 1 000 personnes qui me suivaient sur X, ce qui m'a fait instantanément un client. Et vraiment, le matin du lancement, je me suis dit, pourquoi je relancerais pas une agence sous un autre nom? Bam, je crée la landing page, je lance ça, je fais un post, un client instantanément, je rentre de l'argent et je suis reparti pour créer des SaaS. Explosion, quoi.
Explosion lunaire en un post. Trop bien. Mais ce qui a fait vraiment la diff, c'est que j'avais une communauté. J'aurais lancé Ouais, l'agence, oui. j'avais personne qui me suivait, bah, ça aurait fait un flop. Là, j'ai une idée le matin, je la lance l'après-midi en mode bah, je relance mon agence, blablabla, et il y a un client qui me contacte instantanément, je fais de la prestation de service et je rentre 15 000 euros alors que j'étais à moins 6 000. Ah non, c'est sûr, c'est un bon relancement dans la vie, ça permet d'avancer. Mais c'est fou parce que quand tu racontes ça, on dirait que c'est faisable par n'importe qui et personne, que les gens ils peuvent ouvrir un LinkedIn, ouvrir un compte Insta, un compte YouTube et boum, il va se passer ça. Mais en fait, non, c'est de nombreuses heures à créer du contenu, à créer de la communauté, à créer des connexions aussi avec des gens parfois un peu éloignés parce qu'on n'est pas, quand on crée du contenu, on n'est pas en direct avec les gens, mais par contre, au final, ça t'a ramené du business assez rapidement, quoi. Bah, ça fait moi 1 an, je crois que je crée du contenu à peu près. J'ai commencé sur X, puis sur LinkedIn, et moi, ce qui a fait un peu tout exploser, c'est sur YouTube, parce que je suis vraiment nul à l'écrit, c'est pas ma zone de génie. Mais par contre, j'arrive à m'exprimer plutôt bien, ce qui fait que j'ai eu plus de réussite sur un format vidéo que sur un format écrit, en fait. Ouais, Et trop bien. bon, la seule chose qui a fait la différence, c'est que bah, juste j'ai pas arrêté. En fait, quand tu crées du contenu et que t'arrêtes pas, normalement, ça peut que marcher. Peut-être que ça prend plus ou moins de temps, mais si tu postes tous les jours, je sais pas comment tu peux te débrouiller pour pas réussir. Ouais, totalement. C'est vraiment quelque chose qu'on essaye, enfin, en tout cas, que pour ma part, j'essaye d'enseigner aux gens en leur disant, OK, ça prendra pas un mois, ça prendra peut-être pas 2 mois, mais à la fin du jeu, tu vas gagner parce que, ben, il y a plein de gens qui le font pas et juste le faire pendant assez longtemps et aucune inquiétude, tu seras nul au début et c'est OK, on a tous été très nuls dans ce qu'on faisait, mais ça fait partie aussi de l'apprentissage et de la montée en compétences. Ouais, totalement. Pour rebondir là-dessus, il faut bien se dire que 10 000 euros, bah, tu les dépenses, tu as 0 euros, tu plus tes 10 000 euros. 10 000 abonnés sur LinkedIn, tu peux pas les dépenser. C'est-à-dire que tu as 10 000 abonnés sur LinkedIn. Moi, aujourd'hui, avec 5 000 abonnés sur LinkedIn, j'ai fait le lancement de mon école Sassy Rose. En une semaine, j'ai fait 5 000 euros sur un truc Ouais. qui est, c'est-à-dire, j'ai pas de temps à dépenser, quoi. C'est quelqu'un achète le produit avec les vidéos, il les consomme de son côté. Et moi, pendant ce temps, je peux être en train de siroter un jus sur la plage. Donc, c'est vraiment important de comprendre ça. Clairement. Et puis t'es passé dans un truc où en fait, au début, tu voulais t'échanger ton temps, puis après tu as arrêté d'échanger ton temps et tu t'es dit, j'arrête d'échanger mon temps et maintenant je crée des choses. Et maintenant, tu as des produits qui tournent plus ou moins en automatique, on est bien d'accord, hein, parce que ça demande du travail de maintenir ces produits, vers quelque chose qui te rapporte de l'argent de manière passive. Si tu devais... Alors c'est pas vraiment ça en fait. Ok, C'est pas dis-moi. vraiment ça parce que pour quelqu'un qui génère des revenus passifs, en fait, moi je travaille plus que n'importe qui. Je travaille 12 heures par jour, 7 jours sur 7, à peu près 5 heures du matin à 20 heures. Bon, j'ai des périodes où je fais des postes, sinon peut-être que à l'heure actuelle je serais dans un hôpital psychiatrique. Mais en fait, on n'est pas du tout en passif. J'ai 2 agences, donc des agences c'est de la prestat de service. Donc j'ai Miniamaker.io. Ça me prend beaucoup de temps en opérationnel parce que je dois gérer différents Miniamakers, je dois gérer la relation avec le client, je suis en train de développer des systèmes. Donc Miniamaker.i, c'est une agence qui crée des miniatures pour les youtubeurs. J'ai mon agence de création de SaaS, donc d'applications web et mobile, où c'est moi qui développe 80% du temps, ce qui me prend aussi pas mal de temps. Et la prestation de service, donc le fait de prendre du temps et de vendre ta compétence et du temps à quelqu'un, c'est la meilleure façon de générer ses premiers revenus. Genre, c'est le plus simple. Parce que tu as une compétence, quelqu'un veut te l'acheter, bon bah boum, tu lui vends ton temps. Maintenant, je suis en train effectivement de passer d'un modèle où 100% de mes sources de revenus sont de la prestation de service et donc liées à mon temps, à petit quelque chose où j'ai mon boilerplate qui a fait 3 000 euros en 2 mois. Je donne les chiffres, hein, je m'en fous un peu, je balance C'est trop tout. bien, j'adore. J'ai mon école Sassy Rose, pareil, qui a fait 5 000 euros sur le lancement. Et quand vous verrez la vidéo, elle sera à nouveau normalement en réduction sur un nouveau lancement d'une nouvelle version avec des nouveaux formateurs, blablabla. Oui, Donc en oui, fait, oui. ouais, petit à petit, je suis en train de changer de paradigme et de plus vendre mon temps, mais de vendre de la valeur en fait. Donc de vendre bah, une formation, un bout de code, etc. C'est ça. Ben, trop bien, parce qu'en fait, du coup, tu peux scaler. C'est la seule chose qu'on peut scaler parce que quand on est freelance, on va arriver à un plafond de verre, qu'on le veuille ou non. Et tant qu'on échange notre temps pour un, ben, à la fin, on va arriver à un plafond de verre, on ne pourra pas passer au-dessus. Donc, non, c'est trop bien que tu te mettes à productiser et à créer des systèmes qui fonctionnent avec moins d'actions de ta part. Ok. Est-ce que tu prends un peu tout ce que tu as fait là récemment, si tu ne devais qu'en garder qu'un, et je sais que ça va être compliqué parce que tout le monde tourne, tu devais en garder qu'un, tu garderais lequel?
Alors, lequel de mes produits, du coup, entre les 4 produits que j'ai créés, c'est ça? Ouais, ouais, Ouais. totalement. Alors, j'hésiterais déjà entre deux principalement, qui seraient donc l'école Sassy Rose, donc dans laquelle j'apprends à faire de l'acquisition client, à marketer des SaaS aux gens, et mon agence Incomparable, parce que c'est les deux qui ont le plus gros potentiel de revenus, de façon un peu différente. C'est-à-dire que l'agence Incomparable, elle a le potentiel de faire facilement du 50-60K par mois si je me vomis pas dessus et que je me débrouille bien. Alors c'est pas le cas C'est actuellement, clair. hein, je dis pas que c'est mes chiffres, mais là le potentiel de faire ça sous peu. Le problème de ça, c'est que ça me demanderait énormément de temps, c'est énormément de stress de gérer un projet tech 100%, parce que nous on prend la responsabilité en fait, hein, donc on délivre des applications au forfait, c'est-à-dire que le gars il vient, il dit on veut ça comme application qui marche à 100%, hébergé, blablabla, et nous on fait le design, le développement, des fois le copie, des fois enfin, on fait énormément de choses. J'ai même fait une VSL sur un de mes derniers SaaS pour un client, Ok. donc VSL vidéo de vente en présente sur la landing page, c'est moi, c'est ma tête. Donc il y a énormément de stress qui est généré par ça, mais je pourrais générer énormément de revenus avec ça. Et j'hésite avec Sassy Rose, l'école Sassy Rose, parce que j'ai fait un lancement en une semaine à 5 000 € et que je sais que je peux vraiment améliorer le marketing, parce que le produit est déjà excellent. C'est-à-dire que les vidéos et tout qu'il y a dedans, on a pris 7 formateurs, on a fait un travail exceptionnel, et je dis pas ça pour me vanter en doigt, je suis le meilleur. C'est vraiment genre, on a investi énormément de temps, d'argent, d'énergie là-dedans. On va continuer de le faire, mais le produit est déjà excellent. La seule chose que je peux améliorer, c'est amener plus de trafic. Donc actuellement, j'ai 1500 abonnés sur YouTube, 5000 sur LinkedIn, 1000 sur X, et c'est quasiment ma seule source d'acquisition de clients, le seul endroit duquel viennent les personnes qui achètent la formation. Je sais que si je multiplie par 10 mes abonnés sur YouTube, bah, j'aurai 10 fois plus de clients. Donc, je peux aussi scaler potentiellement la formation à du 10, 20K par mois relativement, entre guillemets, facilement, sachant que c'est un produit qui est totalement délié de mon temps. Donc, qu'est-ce que je préfère, en fait? Est-ce que je préfère vivre une vie hyper stressante à 50, 60K, ou est-ce que je préfère avoir une formation à 20K, mais qui est pas du tout stressante? Bon, je pense que je préfère la formation, surtout que j'adore ma formation. C'est vraiment la balance à choisir entre le grind et peut-être réduire un peu la cadence pour essayer d'aller vers quelque chose qui est un peu plus périn et qu'on peut tenir sur de longues années, quoi. Ouais, c'est ça. Moi, je préfère largement, en fait, juste à titre un peu émotionnel, ce sur quoi je préfère travailler, c'est mon école. L'école Sassira, je l'aime de tout mon cœur. L'agence, elle est là un peu par ce qu'il faut survivre dans le monde concret, qu'il faut pouvoir bouffer et On est boire. bien d'accord. Et du coup, je fais de la prestat de service pour les gens. Alors, ça va, j'ai réussi à rendre ça assez agréable parce qu'en fait, je fais partie un peu de l'équipe quand on lance un ça. C'est-à-dire que je réfléchis vraiment avec les gens et tout. C'est ça que j'aime. J'aime pas juste être un développeur et tu me dis, bah, tu fais ces lignes de code et tu te casses. Du coup, ça va, j'ai réussi à rendre ça agréable, mais quand même, je préfère travailler sur l'école. Et d'ailleurs, là, je vais rajouter du coup du coaching avec l'école où on va garantir bah, pour la personne qui nous rejoint et qui prend l'accompagnement Sassy Rose de lui générer des revenus avec son SaaS. Donc ça, c'est un truc que j'ai hâte de lancer, qui n'est pas encore lancé à l'heure où on en parle, mais qui va arriver la semaine prochaine. Ok, trop bien, trop bien. Bah écoute, sûrement que ce sera lancé quand la vidéo sortira. Donc c'est trop cool. On vous mettra un lien de toute façon dans la description pour aller directement voir. Et du coup, pour reparler un peu de Sassy Rose, tu me disais qu'il y avait 7-8 formateurs. Je suis allé voir un petit peu la LP. On parle quand même de noms un petit peu connus dans le game. Est-ce que tu as envie de nous en parler un petit peu plus? Est-ce que tu peux préciser ta question parce que je pourrais partir sur plein d'angles différents? Bah, en fait, tu as réussi un peu, pour moi, tu as réussi un peu le goal ultime qui a été de concentrer le nectar de tout ce qui est autour de l'acquisition et de la construction d'audience dans ta formation. Tu as pris cette tête qu'on connaît beaucoup, en tout cas dans LinkedIn et un petit peu sur YouTube aussi. Donc voilà, tu as quand même réussi l'exploit de faire venir des grosses têtes. Ouais, c'est vrai. Bah, j'ai réussi à faire effectivement venir des GOATs Ouais, qu'on voit clairement, beaucoup. clairement. Donc des gars hyper chauds. Romain qui a vendu un SaaS. Alors je peux pas dire le prix qu'il l'a vendu, mais en tout cas il faisait 20 000 € de revenus par mois quand il l'a vendu, ce qui est énorme. Qui est expert en acquisition, en marketing, qu'on voit énormément sur LinkedIn parce que des fois il nous sort des belles dingueries, donc il se fait remarquer. Clairement. On a Raphaël, on a un autre gars qui fait 1 million en e-commerce, qui a un SaaS qui tourne à plus de 30K par mois. Enfin, voilà, je vais pas faire la liste de tout le monde parce qu'on commence à être beaucoup, mais effectivement j'ai ramené beaucoup de gens et franchement le skill numéro un que ça m'a demandé, c'est Ouais. d'être cool et de bien entendre avec ces gens-là en fait, tout simplement. Genre vraiment la base de tout, c'était qu'on s'est bien entendu. Donc Romain, je l'ai déjà vu 2 fois en vrai, donc on se connaît, etc. En vrai, on a échangé, on est parti en vacances ensemble.
Ramsey, on fait partie d'un groupe dans lequel on fait souvent des appels, donc pareil, on se connaît. Eric, qui est un gars qui fait 1 million e-commerce, qui a un SaaS à plus de 30K et qui est en train de sortir un deuxième, pareil, tu vois, ça aurait été fou de le faire venir et j'ai réussi juste parce qu'on avait déjà discuté, qu'on s'entendait bien. Donc en fait, le skill numéro 1, c'était juste de bien m'entendre avec ces gens-là et après, certains, je leur ai payé de l'argent upfront. Donc je les ai payés pour qu'ils tournent des vidéos et qu'ils fassent partie de la formation. Alors c'est pas des grosses sommes du tout, honnêtement. C'est même plus des sommes honorifiques, hein, on Ouais. va dire. Bon, c'est pas des grosses sommes. Enfin, c'est quand même cool de tourner Oui, quelques vidéos entendons-nous. pour ça. Mais voilà. Donc en fait, c'est vraiment le fait de réseauter, le fait de networker avec les gens et de bien s'entendre, de pas chercher à faire le gars cupide en donne-moi ça, et juste de discuter, de donner de la valeur. Et voilà, comme avec un être humain dans la vraie vie, quoi, finalement, Ouais, mais clairement. sur les réseaux. C'est un truc que je pense qu'on laisse un peu de côté. En fait, qu'on nous apprend pas forcément en tant que dev, que dans la vie, on est quand même souvent les devs, je veux pas faire de cliché, hein, mais souvent les devs sont des gens un petit peu introvertis. Et je pense que c'est vraiment la compétence qui manque à tout le monde. Ce truc de dire, ok, en fait, juste, je parle avec des gens qui me ressemblent en plus. Je veux dire, c'est pas, on vient pas d'une autre planète, donc juste parle à des gens. Et moi, ça a été un peu le changement dans ma vie depuis 2023. C'était de me dire, ok, en fait, le monde n'est pas méchant. Il y a des méchants dans la vie, mais par contre, il y a des super bonnes personnes et il y a des gens avec qui on peut échanger, avec qui peut se passer des dingueries, ou dans le sens positif du truc. Et donc, voilà, si je peux donner un conseil aux gens, c'est juste allez parler aux gens qui vous ressemblent ou pas, et vous allez obtenir, ça va vous apporter des choses, vous allez apporter des choses aux gens, et vous allez évoluer dans la vie, quoi. Ouais, carrément. Et puis moi, j'étais comme toi. Alors, je suis introverti, timide, à tel Mhm. point que quand j'étais petit, je pleurais tous les jours pour aller à l'école. Je pleurais dès que je devais aller dormir chez un ami à moi. Et c'est ma mère qui devait aller demander aux autres si je pouvais jouer avec eux. J'étais incapable de parler à quelqu'un que je connaissais pas, mais vraiment incapable. Donc bon, bizarrement, j'ai fini dans le dev parce que on est des gens effectivement très renfermés C'est et ça. très introvertis. Et maintenant, je suis un des gars qui arrive le plus à réseauter que je connais. Genre, j'arrive à créer des liens avec tout le monde. Qu'est-ce qui s'est passé? Boum! La connaissance. J'ai appris en fait à réseauter parce que c'est un skill qui se développe, même si je suis très introverti et que nouer des relations avec les gens me stresse par nature. J'ai compris en fait les lignes directrices de tout ça et je peux même faire une mini masterclass de 5 minutes si on a le Carrément, temps. vas-y. Donc pour moi, il y a 3 niveaux en fait pour nouer des liens avec les gens. Il y a le niveau 1 qui est par message. Quand tu envoies un message avec quelqu'un, tu crées une première relation. C'est-à-dire que si tu as envoyé un message à quelqu'un et que 6 mois plus tard, tu viens lui demander quelque chose, il va se dire ah on a déjà parlé ensemble il y a 6 mois, donc ok c'est un peu plus acceptable. Ça, le problème de ça, c'est que tu es en concurrence avec 100 personnes. Moi, dans ma messagerie, chaque jour, j'ouvre LinkedIn, j'ai 50 messages. Donc en fait, tu viens m'envoyer un message, même si c'est gentil, tu sors pas vraiment beaucoup du lot. Donc c'est un peu moins vrai que des gens qui ont moins d'abonnés sur LinkedIn ou sur les plateformes, mais grosso modo, c'est le niveau 1. C'est le premier niveau pour nouer de la relation et c'est assez rapide à faire. Donc c'est la première chose que tu peux faire. La deuxième chose, le deuxième niveau, donc on était au niveau 1, le deuxième niveau, c'est l'appel soit par téléphone, soit en visioconférence. C'est comme ça que tu Ok. crées une relation plus profonde avec la personne parce que tu vois son visage, il y a une connexion qui est possible, tu vas voir si tu t'entends bien ou pas, donc si ton inconscient s'entend bien avec son inconscient ou pas, et ça permet de créer une relation plus profonde. Le but, c'est de faire des appels avec les gens sans rien attendre. Tu le fais juste pour apporter de la valeur. Ce que ça va permettre, c'est imaginons aujourd'hui, je fais un appel avec un gars et que 6 mois plus tard, je viens lui demander quelque chose. Et ça va Yanis, frérot, ça faisait 6 mois, blablabla. Et forcément, il va être beaucoup plus enclin à accepter ma demande. Donc moi, ce que je faisais, c'est que j'organisais, alors plus maintenant, mais quand j'étais un peu moins connu, j'organisais des demi-après-midi où toute l'après-midi, je faisais des appels avec des gars qui étaient dans mon réseau. Le but, c'est de Ok. networker avec des gens qui ont un peu plus d'abonnés que toi pour essayer en même temps de pas réseauter avec... Enfin, ça prend du temps de réseauter, donc t'as pas envie de réseauter avec Jean-Kévin qui a 0 abonné, qui a rien à Tout à fait. t'apporter. Tu réseautes avec des gens au début par intérêt. Alors, ça peut être terrible, non, par intérêt, t'es si méchant. C'est Bon, la c'est le vie. fonctionnement, c'est comme ça, tu réseautes par intérêt, même dans les relations amoureuses, etc., c'est toujours par intérêt, même si c'est un intérêt un peu plus discret et caché. Et je vous rassure, par la suite, ça crée des super relations. Moi, il y a des gars avec qui j'ai réseauté dans un premier temps par intérêt, et aujourd'hui, on est allé partir, enfin, il y a une semaine, on était à Marrakech ensemble en vacances. Donc, comme quoi, les belles histoires peuvent s'écrire aussi en ligne. Donc, premier Clairement. niveau, c'est par message. Deuxième niveau, c'est en visioconférence. Et troisième niveau, c'est en vrai. C'est-à-dire que t'es à Paris, par exemple, tu vas voir les gens autour d'un café, et là, c'est le niveau ultime. C'est comme ça que tu crées le plus de relations, parce que tu deviens presque pote avec la personne, quoi. Donc, ce que tu peux faire, il y a 2 techniques. Soit tu fais du volume, c'est-à-dire que tu envoies des centaines de messages chaque jour à des personnes,
Donc, tu crées plein de micro-relations, de petites relations de niveau 1 avec des personnes. Soit tu dis non, au lieu d'envoyer 100 messages par jour, je vais faire 3 appels par jour. Du coup, tu crées uniquement 3 relations au lieu de 100, mais ça sera 3 relations beaucoup plus profondes dans lesquelles tu pourras demander plus de choses et récupérer plus de choses. Le niveau 4, le niveau ultime, je sais plus qui dit ça, mais en gros, à partir du moment où tu passes plus de 3 jours dans une pièce avec quelqu'un, c'est plus personne. Imaginons, moi, aujourd'hui, tu mets Michelle Obama, Donald Trump et Britney Spears dans la même maison. Au bout de 3 jours, c'est plus Britney Spears. C'est, je sais pas, c'est Britney, c'est ma C'est pote. Britney, ouais. Voilà, Ouais, bien elle sûr. est dans la maison, ça fait 3 jours, donc il y a plus ce truc de statut social, etc. Donc ça, c'est le niveau 4, le niveau ultime. C'est ce que j'ai fait, moi, en partant une semaine à Marrakech avec, par exemple, Mel Vinks, qui est un gars qui a 40 000 abonnés. Donc, sur le statut social sur Internet, il est largement au-dessus de moi. Mais maintenant, c'est pas Mel Vinks, je l'appelle le Lynx, parce que voilà, c'est son petit surnom affectif, quoi. Bien sûr, bien sûr. Et puis surtout quand tu passes des niveaux, quand déjà tu es au niveau 3, ça t'ouvre des portes, ça t'ouvre des possibilités, des collaborations que tu n'aurais C'est même fou. pas pensé possible. Et alors quand tu es au niveau 4, que tu commences à partir en vacances avec les gens, franchement là c'est top tier. Tu sais que derrière ça va débloquer des choses quoi. Ah, de fou. Nous, on a donc le groupe qui s'appelle le SDD, sur lequel on est 10 sur Discord, je crois. Au début, le groupe s'est créé parce qu'on s'est envoyé des messages. Donc c'est ça qui a ouvert l'opportunité. Et après, ce qui a consolidé et renforcé les liens, c'est quand on faisait des appels chaque semaine. Et Eh du coup, oui. par exemple, Romain, qui fait partie du groupe, j'ai pu l'inviter sur ma formation. Ramzi, j'ai pu l'inviter sur formation. Je suis coach chez Johan. Enfin, il y a plein de comme ça de liens qui se créent les uns avec les autres, quoi. Clairement, clairement. Et d'ailleurs, je conseille à tous les gens qui vont regarder cette vidéo ou qui vont écouter ce podcast, si vous n'avez pas de clan, moi j'appelle ça un clan parce que c'est vraiment, on n'a pas signé de pacte de sang parce que ce serait bizarre, mais pas loin quoi. Trouvez-vous des gens qui vous soutiennent, qui font un petit peu les mêmes choses que vous, mais qui sont meilleurs que vous. Trouvez-vous des connexions, et s'il n'y a pas, si vous n'avez pas ça dans votre entourage, eh ben créez-le. Créez-le, prenez du temps, créez une communauté, créez quelque chose, créez de l'engouement autour de vous et des connexions. Je pense que tu l'as dit quoi, ça t'a amené du business, ça t'a amené des connexions avec des collaborations futures, ça t'amène aussi des moments de vie exceptionnels parce que tu rigoles avec des gens qui sont comme toi en fait. Je trouve que c'est, si tu veux, on peut aller un peu là-dessus. Je trouve que c'est un des pans un peu négatifs de l'entrepreneuriat, c'est que il y a un fossé qui se crée entre les gens qui sont dans l'entrepreneuriat et ceux qui ne le sont pas. Et parfois, ça peut être difficile, je dis pas impossible, mais ça peut être difficile de réseauter avec des gens qui n'ont pas du tout la même vision, qui n'ont pas du tout les mêmes philosophies. Comment est-ce que toi, tu vis un peu ce truc de... Tu l'as dit, en plus, tu cravaches 12 heures par jour dans ta chambre, donc je suppose que ça doit être présent, quoi. Ouais, à fond. Bah, c'est un sujet hyper intéressant parce que c'est, je pense, un des trucs principaux auxquels on pense pas forcément, donc il y a beaucoup de valeur à en tirer. Et moi, une de mes plus grosses erreurs, ça a été pendant à peu près 3 ans de triard seul dans ma chambre, dans le noir. Et parce que du coup, t'es moins motivé. J'étais plus aligné avec mes amis qui partaient en soirée, etc. Donc, je continuais d'y aller parce qu'en fait, t'as le besoin d'avoir du lien social, hein, pyramide de Maslow, je crois que c'est étage 3, donc qui est la pyramide de Ouais. besoins. Tu as besoin d'avoir des liens sociaux avec les autres. Et du coup, si tu personne d'autre que tes amis qui boivent de l'alcool, tu vas aller faire ce besoin avec eux. Et du coup, ça va te tirer vers le bas. Et en fait, il y a Alex Hormozy qui dit qu'il y a souvent le lonely path, en mode quand tu commences à entreprendre pendant Clairement. 1 ou 2 ans, en fait, comme t'es plus aligné avec tes anciens potes, mais que t'es pas assez haut en valeur pour les nouveaux, t'es un peu tout seul entre deux. Mais je trouve que c'est un peu faux. En fait, si tu crées du contenu sur les réseaux, tu peux networker très facilement. Moi, Totalement. c'est le moment qui m'a vraiment permis de débloquer ce truc où je suis seul dans ma chambre, dans le noir, c'est juste de créer du contenu sur les réseaux. Et naturellement, ça m'a amené d'autres personnes. Alors attention quand même, je pense qu'il y a un truc qui est méga important, c'est qu'on attire les gens qui ont le même niveau de valeur, de vibration, on appelle ça comme on veut que nous. Et du coup, si Ouais. tu es une personne qui est pas intéressante, tu vas attirer des personnes qui sont pas intéressantes. Donc le premier cap à passer, c'est de devenir intéressant pour les autres. Moi, je ne networkerai pas avec des gens intéressants si je l'étais pas moi-même, parce que ces gens-là voudraient pas parler avec moi. Donc le premier cap, c'est de se changer soi-même, et en se changeant soi-même, on va attirer des gens à nous. Alors c'est pas magique non plus, c'est pour ça qu'il faut créer du contenu, mais on va attirer des gens qui seront comme nous. Le meilleur moyen d'accélérer ça, un peu de manière artificielle entre guillemets, c'est de créer du contenu parce que tu vas directement networker avec des centaines de personnes et tu vas forcément bien t'entendre plus avec certaines et donc créer des liens plus forts avec ces gens-là et ne plus être tout seul, avancer plus vite et tous les avantages qu'on connaît à créer du réseau. Ouais, totalement. Totalement. Et c'est important ce que tu as dit, je trouve, le fait de dire il faut investir sur soi avant.
d'espérer pouvoir plaire aux gens parce que on est à l'étage zéro et on peut pas aller parler à des gens qui sont à l'étage 10 alors qu'on est encore à l'étage zéro. Il faut aller monter à l'étage 5, à l'étage 6. Il faut avoir une façon de penser qui se rapproche un petit peu des gens avec qui tu veux interagir. Alors, on dirait que c'est très conceptualisé et que c'est très orchestré tout ça, mais je pense que ça se fait naturellement, tu vois. Le fait d'aller parler à des gens qui te ressemblent, qui t'inspirent, qui sont un peu des targets pour toi, je pense que ça vient naturellement. Donc, et je trouve aussi que il y a une différence très forte entre les gens qui n'investissent pas sur eux et qui ne prennent pas le temps de s'introspecter, d'avancer dans leur vie et de se poser des questions seuls dans le noir comme on a pu faire euh, pour avancer. Tu vois, dans une discussion, quand tu parles à la personne, tu te dis, ah ouais, toi, t'es encore à l'étage zéro, mon ami. Ce serait bien que tu mettes un peu de la lumière dans ta vie, quoi. Ouais, tu sens toi ce décalage avec des gens, c'est ça Ah ouais, moi je l'ai senti. J'ai fait des jumps dans ma vie avant d'arriver dans le dev. J'étais mécanicien, Hmm. j'étais dans des choses vraiment où il n'y avait pas du tout, on parlait pas du tout les mêmes choses. Donc j'ai fait mécanicien into dev, dev into freelance, freelance into entrepreneur. Et à chaque étape de ma vie, j'ai eu des grosses séparations d'entourage Hmm. amicaux, je parle, hein, qui m'ont du coup emmené vers d'autres personnes avec qui j'ai créé des liens. Moi, j'ai créé beaucoup de liens en ligne. Et du coup, d'ailleurs, sous-estimez jamais les liens en ligne. Vraiment, ça peut être plus intéressant que des liens qui datent de l'école, très honnêtement. Euh, ok. Et du coup, pour revenir un peu plus sur comment est-ce que tu vois un peu ton futur proche lointain, est-ce que t'as des choses en tête dont tu voudrais nous parler? Tu m'as dit que Sassy Rose, vous alliez sortir un nouvel accompagnement. C'est quoi un peu ta target pour cette année? Moi, mon but, c'est de faire, alors là, il me reste plus que 4-5 mois, c'est de faire 30 000 € par mois. Ok, trop bien. Normalement, c'est faisable si l'agence est en route. Le problème, c'est que j'ai pas trop envie de prendre des missions avec l'agence. Et ouais. Ça m'embête un petit peu, mais oui, non, c'est 30 000 € par mois là, dans moins de 4 mois. Alors, normalement, je vais tout faire pour y arriver. Hein. C'est juste, là, j'ai pas l'air motivé parce que c'est vrai que là, le travail avec l'agence m'emballe pas des masses, parce que il y a pas mal de défis, de stress, etc. auxquels je suis confronté et du coup, qui m'empêchent de vivre une vie normale. Du coup, là, je suis un peu en mode Elon Musk. On le voit pas forcément, mais j'ai un canapé, enfin, un matelas au sol à côté de mon bureau. Je me lève, je prends un Red Bull, je vais travailler. Donc, c'est Le pas la vie vrai. qu'on souhaite vraiment avoir, quoi. Mais voilà, mon objectif, je me suis un peu éparpillé, mais c'est de faire 30 000 € là par mois sous 4-5 mois. Ok, trop bien. Bah, c'est une super target, déjà. Vachement haut pour beaucoup de personnes. Et donc, du coup, t'aimerais arriver à cet objectif-là plutôt en bossant sur autre chose que ton agence, plutôt en développant SaaS Heroes, en développant ton SaaS de Media Maker. Un peu de tout. Alors, mon objectif, vraiment, j'ai un fond d'écran. Grosso modo, le but, c'est d'améliorer l'agence incomparable et Sassiros, qui sont vraiment les deux produits qui vont scaler le plus. Miniamaker.i, la stratégie derrière ce produit-là, c'est plutôt de le scale à un certain niveau, de créer une plateforme. Là, on a commencé le développement en fait d'une plateforme pour gérer tout l'opérationnel parce que Miniamaker.i, il y a plusieurs prestataires. Là, il y a 4 Miniamakers au sein de l'agence. On a 8 clients. J'ai un associé. On est déjà en fait une dizaine de personnes sur ce projet. Donc je te laisse imaginer le bourbier que c'est déjà à ce petit niveau-là, donc à 1 000 € de revenus par mois, de gérer tout ce beau monde. Donc en fait, la stratégie, c'est de créer, c'était déjà l'idée de base, mais en fait, on voulait déjà valider le product market fit, etc. Là, c'est fait avec les 1 000 € par mois. Maintenant, on va créer une plateforme en code pour automatiser l'opérationnel et nous faire gagner un maximum de temps. Simplifier la vie du côté client, c'est vraiment l'objectif du côté créateur de contenu parce que l'idée de base c'était c'est hyper chiant de devoir communiquer avec un media maker, ça prend du temps, des fois il se barre, des fois il augmente le prix, blablabla. Et du coup on vient supprimer tous ces défauts et faire gagner du temps à cet entrepreneur qui a vraiment besoin de gagner plus de temps et il s'en fout de payer 5 € de plus. Clairement. Et on automatise du côté media maker et le but grosso modo, c'est un peu flou mais c'est un peu ça la stratégie, ça serait de scale ça à 10K de revenus par mois et de faire un exit. Et l'idée de fond, en fait, c'est que ça permet de me donner de la crédibilité, de prouver que je peux lancer un business très facilement en suivant juste les conseils de Sassy Rose. Donc Mm. c'est déjà plus ou moins prouvé parce que j'ai fait 1 000 € en 40 jours, ce qui n'est pas donné à tout le monde. Mais le but, c'est d'aller beaucoup plus loin, de faire un exit, etc. En fait, ça c'est un conseil que je donne à tout le monde, c'est de faire des projets toujours qui ont un
voire 2, voire 3 intérêts simultanés. Quand j'ai lancé mon boilerplate incomparable, qui est une base de code Next.js qui aide les développeurs à développer et à designer 10 fois plus vite, ce que j'ai fait, c'est que dans un premier temps, je l'ai créé pour moi. C'est-à-dire que je l'ai créé pour aller 10 fois plus vite au sein de mon agence. Forcément, si un SaaS, quelqu'un me paye 20K, un SaaS qui prend un mois à faire, mais si je prends pas un mois, mais je prends 2 semaines à le faire, bah, je peux en faire 2, donc je peux faire 2 fois plus de revenus. Intérêt numéro 1. Maintenant, je vais aussi le redistribuer parce que je crée du contenu. Intérêt numéro 3. Numéro 2, pardon. Donc il y a un double intérêt. Je gagne du temps sur un produit et je crée un nouveau produit dans mon écosystème, ce qui fait que je double les revenus sur 2 axes différents. Donc ça, c'est ce que j'appelle un double intérêt. Le fait de lancer MiniaMaker.ai, c'est pareil. L'intérêt numéro 1, c'est de lancer un nouveau produit qui va me générer de l'argent. Donc là, je fais 1000 euros par mois. C'est une nouvelle source de revenus. L'intérêt numéro 2, c'est de créer du contenu avec ça sur YouTube pour amener des gens sur ma formation. Intérêt numéro 2. Intérêt numéro 3, c'est de gagner de la crédibilité en disant, regardez, je l'ai fait, j'ai suivi les conseils de ma propre formation, j'ai fait de l'argent. Je me fous pas de votre gueule. Intérêt numéro 3. Ah, c'est trop bien. À chaque fois, tu crées un écosystème qui a des interconnexions entre tes différents produits et je pense que c'est vraiment euh, la target qu'on doit se donner lorsqu'on crée des produits, c'est essayer de trouver des synergies entre nos compétences précédentes, nos compétences qu'on va mettre dans ce produit-là, et essayer de trouver voilà, des connexions, que ce soit avec notre persona, avec nos propres compétences, avec les précédentes collaborations qu'on a eues. Voilà, si vous avez vendu des panneaux solaires, peut-être que ça vaut pas le coup d'aller vendre du blé ou du pain dans la suite. Quoique, on peut trouver des connexions si on est un peu, sinon on est un peu inspiré. Et ça peut paraître fou de dire, bah, on va lancer un business sur le pain, puis sur les panneaux solaires, mais c'est ce que font la plupart des gens, en fait. Mm. Moi, j'ai lancé en début d'année 2024 une agence de marketing pour les artisans, c'est-à-dire pour les électriciens et pour les plombiers, etc. Alors que je pouvais faire 10K en freelance, alors que j'étais déjà en train de créer du contenu sur les réseaux, etc. Donc souvent, on a tendance à lancer des projets juste parce qu'il y a une idée qui brille devant nous et qu'on se jette dessus. Mais c'est pas forcément la meilleure des choses. J'en profite aussi pour rebondir et faire le lien entre deux idées. L'idée du réseau et l'idée de l'écosystème, donc des doubles, triples intérêts que j'ai fait. En fait, on peut faire des doubles et triples intérêts sans forcément que ça soit qu'avec nos produits. Au début, c'est dur d'avoir comme moi 4 produits. Ça prend énormément de temps de créer 4 produits. Mais en travaillant 12 heures par jour, ça m'a mis énormément de temps de créer ces 4 produits. Et donc, l'idée au début, c'est de faire un écosystème, des interconnexions entre le produit que tu as ou les plusieurs produits que tu as et les produits d'autres personnes. Prenons la chaîne de production des SaaS. Le SaaS, il faut le designer, ok, élément 1, le développer, faire le copy, faire le marketing, etc., etc. Au début, toi, tu peux peut-être te concentrer sur juste développer et tu crées des interconnexions avec un mec qui design, avec un mec qui fait du marketing, soit en faisant de l'apport d'affaires, soit en faisant de l'affiliation, soit en faisant de la sous-traitance, etc., etc. Mais le but, au début, c'est de faire un écosystème avec d'autres personnes. La meilleure stratégie, d'ailleurs, pour créer un produit, c'est tu proposes plein de choses en affiliation, en apport d'affaires, tu analyses lequel se vend le mieux et après, tu l'internalises. C'est-à-dire que tu prends ce produit-là qui est en affiliation, en apport d'affaires, tu le dégages et tu le remplaces par ton produit. Au lieu de toucher 20 produits, 20%, tu touches 100%. Ouais, totalement, totalement. Et c'est hyper intéressant parce que tu l'as dit, ça prend beaucoup de temps de créer des produits comme ça. Ça prend beaucoup de temps de créer des produits qui s'interconnectent. Est-ce que tu as des tips un peu sur de l'idéation, de comment est-ce que tu vois, comment est-ce qu'on évite d'ouvrir une boulangerie et le lendemain d'ouvrir un garage auto, tu vois? Alors là, tu me fais une passe décisive magnifique parce que j'ai une communauté gratuite dans laquelle on a une formation justement qui permet de lancer uniquement des produits, des SaaS qui vont faire de l'argent à coup sûr. C'est-à-dire que tu es aidé d'un agent GPT, de vidéos, de formations, de documents, de notions, de ressources, blablabla. Tout ça pour t'éviter de lancer un produit qui fera pas d'argent. C'est-à-dire que si tu suis les vidéos et si tu suis ce qu'on te dit, tu es assuré à 100% de lancer des produits qui font de l'argent. C'est-à-dire que si t'as pas une idée si t'as des idées qui font pas d'argent, bah tu le seras et tu lanceras pas d'idées, quoi. Donc je sais pas si t'es voulu la passe décisive, mais j'en profite. Comme quoi, tu vois, il y a des bonnes connexions à faire, hein. Ouais. Non, non, mais c'est trop bien, c'est exactement ça. Et je pense que c'est quelque chose qui est un peu problématique chez les jeunes développeurs, chez les jeunes entrepreneurs, c'est que ils ont du mal à tester le marché, ils ont du mal à se dire est-ce que mon idée est bonne? Est-ce que c'est le futur Uber ou est-ce que c'est Uber, quoi? C'est ça le problème. Donc, je pense que c'est important de trouver justement des systèmes pour définir si ton idée est la bonne et si elle s'interconnecte bien avec ton écosystème. Pour donner un exemple concret, donc là j'ai lancé miniamaker.ai et franchement, allez,
10 jours après que le produit soit sorti, j'avais 1000 euros de revenus et 8 clients. C'est pas parce que je suis hyper bon en marketing, c'est pas parce que je suis hyper bon en acquisition client, c'est parce que j'ai pris la bonne idée. J'ai pris une idée qui fait partie de ma zone d'influence. Ma zone d'influence, c'est toutes les personnes que je côtoie dans ma vie. Donc ça peut être le club sportif, ça peut être tes personnes que tu côtoies sur LinkedIn, sur X, sur YouTube, les gens qui te suivent, etc. Et en fait, j'ai pris un problème qu'il y avait dans ma zone d'influence, que j'avais moi-même, que des gens autour de moi avaient, et je leur ai dit, si je sors le produit, vous me payez. Ils m'ont dit oui, boum, j'ai sorti le produit, ils m'ont payé. C'est pas magique, c'est juste j'ai respecté des règles simples que je donne dans la formation, et ça m'a sorti des clients très très rapidement. Et comme maintenant j'ai 1000 euros de revenus, ça me permet de valider l'idée et d'investir plus de temps sur ce produit, d'aller chercher des clients qui sont hors de ma zone d'influence. C'est hyper important ce que tu as dit, c'est que tu es allé demander aux gens avant s'ils étaient prêts à te payer avant Oui, de te mettre à développer, d'aller chercher des partenaires et ce genre de choses. Et ça, c'est un truc, je sais pas pourquoi. Tous les développeurs et tous les gens que je côtoie se disent, bah, je vais me mettre à coder, je vais faire un business plan, un truc, avant même d'avoir un client qui est prêt à te donner de l'argent. ouais. Alors moi, ma règle est simple, c'est tant que j'ai pas fait tant que je suis pas sûr à 100% de faire de l'argent, je développe pas le moindre truc. C'est-à-dire que si je suis pas sûr à 200% de faire au moins, allez, au moins 50 euros avec le produit, je ne lance rien, genre je ne fais rien. Il faut que je sois sûr à 100%. Tu dois avoir ton client avant de lancer le développement. C'est une des caractéristiques que je conseille aux gens que j'accompagne dans mon mentorat. Je leur dis de faire un projet trophée, donc c'est un projet qui dure entre 3 et 4 semaines, dans lequel ils vont mettre en avant leurs compétences, qui va être en ligne, qui va si possible attirer des utilisateurs, mais qui n'est pas là pour faire forcément de l'argent. Si on arrive à faire de l'argent avec, tant mieux. Mais le but, c'est vraiment d'agiter ça devant la tête d'un recruteur en lui disant, hey, regarde, moi j'ai fait ça, il y a des gens qui l'utilisent, ça met en avant telle compétence, et ça permet d'effacer des trous dans des CV, des écoles un peu miteuses, des alternants qui n'ont pas trop d'XP. Et l'erreur majeure que rencontrent les gens à qui je dis de faire ça, c'est qu'ils me partent sur une multinationale avec 4 communautés, des interactions entre des humains. Non, je t'ai juste demandé de faire une app mobile que tu peux faire en 3 semaines. Me fais pas le prochain Google. Et je pense que c'est une des problématiques, c'est que quand tu veux monter un truc, tu vois toujours l'étape d'après et tu vois pas celle qui est devant. Ouais, c'est hyper pertinent, ouais, je le vois aussi, hein, cette erreur. Je l'ai fait aussi, franchement, plein de fois. J'ai lancé une fois un SaaS pendant 6 mois d'affilée, et au final, il s'est planté, il a pas fait 1 euro. Et quand je dis 6 mois d'affilée, c'est genre 12 heures par jour pendant 6 mois d'affilée, quoi. J'ai vraiment donné Trop 6 mois de dur. ma vie dans une tombe, quoi. Ouais, c'est vraiment une grosse erreur. Pour éviter ça, c'est vraiment la nouvelle philosophie que j'ai maintenant, c'est que je ship, même si le produit est pas bon, même s'il y a des problèmes, j'envoie, je prends les retours clients et j'améliore. Il faut arrêter d'être Clairement. perfectionniste. Et c'est la même chose sur YouTube et sur la création de contenu. Moi, j'ai beaucoup d'amis à moi à qui je dis qu'il faut se lancer sur YouTube, il faut se lancer sur LinkedIn, il faut se lancer sur X. Ils sont non, mais là, je sens que c'est pas parfait, je sens qu'on va me juger, blablabla. Et je leur sors toujours le même exemple, c'est quand t'as fait ta première fois. Genre, je parle de faire l'amour, tu vois, quand t'es allé faire ta première fois Ouais, avec une fille, tout le mot, genre pendant la semaine avant, tu pensais, tu disais, ah là là, j'étais stressé, je vais faire ça, blablabla, tu dors mal et tout, tu t'en fais tout un pataquès en mode, ok, il faut que tout soit parfait, t'arrives, pour 99% des gens, c'est nul, genre ça se passe mal, c'est c'est nul. pourri, parce que c'est la première fois, genre c'est la Ouais, première fois que tu le fais. Et tu peux pas t'attendre à que ça soit bon la première fois. Et tu peux y réfléchir autant que tu veux. Tu peux théoriser le truc, regarder plein de vidéos, blablabla, c'est ce que tu clair. veux. T'arrives la première fois, t'es stressé, c'est nul. Et c'est comme ça. Et plus tôt tu fais ta première fois, plus tôt tu peux faire ta deuxième, ta troisième, ta quatrième fois, et donc être bon. Et franchement, je connais aucun entrepreneur, aucun, qui a regretté de lancer son premier post ou de lancer sa première vidéo YouTube. La seule chose qu'on a tous regretté, c'est de l'avoir fait, de pas l'avoir fait, pardon, plus tôt. Tout le monde s'en fout tous de notre première vidéo, qu'elle soit dégueu, le premier post qui soit nul, on s'en fout, on s'en C'est fout. clair. Le vrai truc qu'on regrette, c'est pas l'avoir, qu'on aurait pu le faire 1 an plus tôt, en fait. Non, totalement. Et je sais pas pourquoi, il y a ce truc de je peux pas commencer à poster, il faut que je peaufine mes posts, il faut que je. Non, mais c'est pas assez bien. Eh, faut pas oublier que si c'est nul, personne va le voir, hein. Et par malheur, enfin par chance énorme, tu sors un super truc, bah, vu que tu es au début, personne ne le verra aussi. Donc dans tous les cas, fais et on verra plus tard, quoi. Non, mais vraiment, c'est vraiment le truc qui me rend fou quand je discute avec les gens, c'est euh, je vais me lancer dans 6 mois, je vais me lancer dans un an. Est-ce que tu as
justement, tu as un truc pour combattre le. Parce que je suppose que ben, tu es un humain comme les autres. Enfin, je A pense. priori, je crois, ouais. Cligne deux fois des yeux si t'es un robot. Ah mince, mince. Mais je suppose que voilà, tu dois avoir des moments de doute, des moments de down où tu te dis, ouais, pourquoi je fais ça? Pourquoi, pourquoi est-ce que juste je fais juste pas des trucs pour mon agence et je laisse tomber des sas, tu vois? Comment est-ce que tu combats un peu tous ces moments de doute, de down? Est-ce que tu as une méthode? Est-ce que tu as quelque chose? Je doute sur plein de choses. Par contre, il y a une chose sur laquelle je n'ai jamais douté, et je sais pas, peut-être c'est une maladie, faut que je prenne un traitement ou quoi, c'est le fait que j'allais gagner énormément d'argent. Ah Alors je ouais. sais qu'on peut me prendre pour un fou quand je dis ça, mais j'ai douté sur ma relation en couple, j'ai douté sur vraiment tout ce qui est, on peut douter, j'ai toujours tout douté de tout, mais j'ai jamais douté que j'allais faire beaucoup d'argent. Du coup, je pourrais pas témoigner là-dessus. Pourquoi je doute pas, par contre, ça je peux le dire, c'est parce que en fait, toute ma vie est dédiée à apprendre, acquérir des compétences, essayer, continuer, ne jamais abandonner. Et tu peux me tuer là maintenant, mais dans tous les cas, j'arrêterai pas tant que j'aurai pas atteint mon objectif. Ça, c'est sûr et certain. Donc, je pense que bah, il y a peut-être des gens qui ont des objectifs, qui sont plus déterminés que d'autres. Et le but, c'est de trouver déjà son objectif, sa raison. Moi, j'ai une raison de gagner de l'argent. Je le fais pas juste parce que je veux de l'argent et acheter une Ferrari. Je m'en fous totalement d'avoir une Ferrari. Tu peux me mettre un t-shirt blanc toute la journée et je peux vivre dans une cabane. C'est très bien pour moi. J'ai une raison en fait de faire ce que je fais qui me motive au quotidien et en développement personnel, c'est ce qu'on appelle le why. Donc, Hmm. première question à se poser, c'est est-ce que tu as vraiment envie de faire de l'argent? Si tu doutes, etc., peut-être que c'est peut-être pas ça que tu veux faire, peut-être que c'est autre chose et il n'y a pas de mal là-dedans. Cherche vraiment ce que tu veux faire. Et une fois que tu sais ce que tu veux, pour le coup, effectivement, peut-être que des fois, tu vas pas être comme moi, tu vas douter, etc. Mais tant que tu mets des inputs, les outputs vont arriver. C'est-à-dire que il faut faire du reverse engineering, ce que j'appelle alors je vais utiliser le terme un peu relou, mais je vais faire du reverse engineering. C'est-à-dire que quand tu vois quelqu'un qui a réussi, donc imaginons que tu vois quelqu'un qui a gagné 30 000 euros, donc ça c'est les outputs, c'est ce qui en ressort, ok, c'est ce qui ressort de la machine. Il faut réfléchir, ok, bah, qu'est-ce qu'il a mis du coup en input pour obtenir ces outputs? Parce que si tu fais exactement la même chose, exactement les mêmes inputs, bah tu vas ressortir exactement les mêmes outputs. Donc, ça m'énerve de dire input et output en français. Je suis désolé. Je m'entends dire ça, c'est terrible. Mais ce que je veux dire par là, c'est que moi, je suis convaincu que je vais réussir parce que je fais tout ce que les gens riches font. C'est-à-dire que je lis 1 heure par jour, je travaille de 8 heures, de 8 heures, de 5 heures à 20 heures du soir, je fais que ça, blablabla, etc. Et tant que je réussirai pas, j'arrêterai pas. Donc en fait, je copie ce qui ont fait que les gens sont devenus riches, donc je suis sûr à 100%. Pareil, toi, tu as un objectif, bon, par exemple, c'est de faire de l'argent en freelance, bah, tu prends les freelances qui ont fait beaucoup d'argent, tu regardes ceux qui réussissent vraiment, où tu as des preuves sociales de le mec qui t'a partagé son compte en banque, j'en sais rien, et tu fais exactement ce qu'il a fait pour en arriver là. Alors, tu as deux méthodes. Soit tu as envie d'accélérer un petit peu, tu prends un accompagnement comme celui de Lucas, soit tu es en mode je suis Robinson Crusoe, je prends un peu plus de temps, mais je vais le faire moi-même. Totalement. Totalement, totalement. Et je pense que c'est justement important de comprendre que oui, on peut réinventer la roue. Oui, tu auras très certainement des résultats sans te faire aider, sans suivre des gens qui sont déjà passés par le chemin. Il n'y a pas de magie, hein, bien sûr. Mais en fait, ça va te prendre 6, 9 mois, 12 mois, j'en sais rien. C'est ce que moi, à l'époque, il n'y avait pas d'accompagnement, il n'y avait rien de tout ça. J'ai galéré pendant un moment quand même avant de commencer à faire de l'argent de manière un peu conséquente. Donc du coup, se faire accompagner, aller un peu plus loin, aller chercher la connaissance chez des gens, chez des mentors qui eux sont passés par là, je pense que c'est hyper important et je pense que c'est pour ça aussi que on lit des livres de personnes qui nous enseignent des choses, qui ont réussi, on lit des biographies de personnes importantes, on lit des livres de développement personnel, des livres sur l'économie, pour justement se mettre au niveau de gens qui sont au niveau financier où on veut aller, quoi. Donc, donc ouais, non, c'est du coup le résumé de tout ça, c'est détermination sans faille. Yanis, deux points, détermination sans faille. Ouais, bah, je pense que là, on a tous une force, tu vois, qui est propre à nous. Moi, je pense que c'est vraiment la détermination, le fait de pas abandonner un peu en mode Rocky. Ouais, Donc, ouais, pour moi, 100%. ça serait ça, quoi. Et par rapport, ouais, au fait de s'éduquer, je te rejoins là-dessus. La vie, c'est une question d'allocation de ressources. On est dans un jeu vidéo, on a des temps, de l'argent à dépenser, et maintenant, c'est à toi de décider. Est-ce que le fait de dépenser X argent dans cet accompagnement est rentable? Est-ce que ça va me faire gagner, c'est un calcul, hein. Ok, ça va me faire gagner 3 mois. Pendant 3 mois, j'ai gagné 10 000 euros sur ces 3 mois par mois. Est-ce que c'est rentable ou pas?
Donc en fait, c'est juste une question d'allocation de ressources. Est-ce que je dépense mon temps, donc je prends plus de temps pour acquérir ces compétences, ou est-ce que je prends un accompagnement, donc je dépense pas du temps, mais plutôt de l'argent pour accélérer et gagner du temps en retour. Et moi, la question que je poserais, c'est pas est-ce que je le fais gratuit, est-ce que je le fais moi-même, ou est-ce que je prends un accompagnement. C'est plutôt quel accompagnement je prends. La vraie différence, c'est la personne que tu vas choisir, parce que il y a plein d'accompagnements et il y en a des très bons, il y en a des beaucoup moins bons. Ce qui est sûr, c'est ils sont censés tous plus ou moins améliorer ta vitesse, augmenter ta vitesse de croisière. Maintenant, il faut que tu choisisses le bateau qui va le plus vite. Donc, il faut que tu prennes le mec qui est le meilleur pour te faire avancer vite. Pour ça, je pense que le meilleur moyen de comparer, c'est les social proof des clients précédents. Social proof, discuter avec la personne, parce que c'est quelque chose que je dis souvent aux gens avec qui je parle, c'est que c'est une collab. Moi, mon accompagnement, il dure 90 jours, donc globalement, on va passer 12 heures ensemble au téléphone. Si au bout de 30 minutes d'appel avec la personne, je peux pas il y a un truc physique au fond de mon corps qui me dit non, en fait, cette personne ne me convient pas du tout, on se connecte pas. Du coup, c'est même moi qui vais le refuser en tant que client, quoi, parce que c'est une vraie collab et surtout, il y a un truc que les gens sous-estiment beaucoup, c'est la connexion et le fait d'être coachable. Je sais pas si tu as déjà rencontré des gens qui n'étaient pas coachables, mais c'est quand même assez impressionnant la différence qu'il y a entre quelqu'un qui est coachable et quelqu'un qui n'est pas coachable. Ouais, je suis totalement d'accord avec toi. Je pense que tu as plus d'expérience et moi, c'est un truc vraiment sur lequel je fais de plus en plus confiance, c'est l'inconscient, le feeling, le ressenti, ce qu'on appelle le glut, je sais pas quoi, le glut, ouais, c'est ça, le glut feeling, bref. Et toi, justement, ouais, tu fais de plus en plus confiance à ce sentiment-là. Genre, quelle part tu donnerais à ce sentiment? Donc, c'est quasiment le subconscient qui vient de parler et te dire, bah, je le sens pas. Hmm. Et quelle part tu donnes juste à la logique en mode, ok, ces stats, je sens qu'il est coachable parce qu'il a X, parce qu'il a X, parce qu'il a X. Je pense que il est coachable jusqu'au moment donné où il l'est pas, et s'il l'est pas, il l'est pas. Et c'est-à-dire que si vraiment je sens qu'il y a quelque chose de bizarre, moi je dis souvent un truc de quand il y a du doute, c'est que souvent il n'y a pas de doute. Et en fait, c'est comme dans les relations amicales, j'ai tendance à donner ma confiance. Par contre, quand tu l'as perdu, tu l'as perdu, tu la retrouveras pas. Et ben, c'est un peu ça, tu vois. Le prospect, pour moi, il est coachable jusqu'à ce qu'il me démontre qu'il ne l'est pas. Et donc, tout le jeu, c'est de vérifier que la personne soit coachable ou pas lors Hmm. de la discussion, lors de l'appel, et de vérifier parce que on se rend pas compte que c'est tellement une collaboration qu'un mauvais client, ça peut mettre un business par terre. Un mauvais client, quelqu'un qui vraiment va nous diffamer sur les réseaux, va mettre des mauvais avis. Moi, je préfère rendre son argent à cette personne et lui dire continue ta route. Je préfère qu'on n'interagisse pas ensemble plutôt que de me dire ah, je prends le risque que cette personne nous mette le business par terre. Il y a une stat, je sais plus d'où je la sors, mais en gros, un client mécontent, c'est 12 clients perdus. Et un Waouh, client content, c'est 3 clients gagnés, je crois. waouh, t'imagines? Si t'en as un sur quatre, t'es flat. Genre, ton business, il avance pas. C'est ça. Ok. Bon, bah, trop bien. Trop bien, trop bien. Euh, du coup, est-ce que t'as un... Déjà, est-ce que tu as un conseil basique à donner à quelqu'un qui voudrait lancer un SaaS? euh, Quelqu'un qui sort de l'école, qui fait un peu de freelance à côté, mais quand même préfère lancer des SaaS? Bah écoute, je lui dirais de pas lancer un SaaS. J'étais sûr. Le hook, le hook. Alors je lui dirais pas de lancer un SaaS, pas parce qu'il faut pas qu'il lance un SaaS, mais parce qu'on lance pas un SaaS, on lance un business. Et en fait, le SaaS, c'est un business model. SaaS, c'est software as a service, et il y a plein d'autres business models. Il y a agence productisée, freelancing, affiliation, presta, e-commerce, donc produits physiques. Enfin, il y a plein de types de business models. Je sais pas si tous les noms que j'ai donnés sont pertinents, mais voilà, il faut vraiment juste avoir l'idée globale il y a plein de façons de vendre quelque chose. Tu pourrais vendre une formation, tu pourrais vendre, voilà, il y a plein de business models possibles. Et le but, c'est pas de se dire, ok, quel SaaS je vais lancer, c'est de se dire, problème je vais résoudre, premièrement, et quel est le business model le plus adapté pour répondre à ce problème. Donc moi, par exemple, j'ai lancé miniamaker.i pour prouver que je pouvais lancer un SaaS.
pas de chance, le business model le plus adapté dans un premier temps, c'était pas un SaaS, c'était une agence productisée. Du coup, je me retrouve avec une série sur YouTube qui s'appelle SaaS in Public, dans laquelle je suis en train de lancer une agence productisée. Il y a des gens qui comprennent pas sur les réseaux, ils me disent, mais mec, tu nous mens, tu lances une agence. Ben non, c'est juste que c'est logique. Il fallait juste que je suive la logique. Je peux pas juste lancer un SaaS parce que j'ai dit que ma série s'appelait SaaS in Public. Donc, dans un premier temps, je prends le modèle business le plus adapté, qui est une agence productisée, et je le fais moi, alors que mon but, c'est de prouver que SaaS Heroes, c'est une formation qui marche. Donc, si moi, je le fais alors que je voulais prouver que les SaaS, ça marchait, et que je lance pas un SaaS, crois-moi qu'il faut que tu suives aussi cette logique. Et tu Ouais, l'as vu, totalement. donc j'ai lancé une agence productisée au lieu d'un SaaS, et je fais 1000 euros par mois en 40 jours. Donc, c'est quand même que c'est validé. Donc voilà, on trouve un problème, et on veut pas lancer un SaaS, on sélectionne le modèle business le plus adapté, donc peut-être une formation, peut-être un produit physique, peut-être un SaaS, peut-être, et on le donne au client, et à partir de là, bah, c'est parti. Totalement. Totalement. Et en plus, c'est clairement une vision autour du pricing, autour de ça. Tu vois, je discutais pas plus tard que tout à l'heure avec une équipe dans la crypto pour justement lancer un produit, ce genre de choses. Et on parlait pricing. Et j'ai dit, mais attendez les gars, là vous êtes en train de me parler pricing alors qu'on n'a pas encore statué sur vraiment la problématique qu'on est en train de résoudre. On met le pricing de côté, on va se concentrer sur la problématique qu'on est en train de résoudre. On va définir quelle est notre problématique, qu'est-ce qu'on va y apporter. Et après, on parlera pricing, on parlera organisation et comment on va se faire le produit. Donc ouais, non, je pense que c'est hyper important de se concentrer sur qu'est-ce qu'on résout, quelle est la problématique qu'on résout. Bah, pour donner un exemple concret, toi actuellement tu as un accompagnement. Si tu étais un développeur qui était fasciné par les SaaS et qui voulait absolument lancer un SaaS, peut-être tu te serais dit, je vais lancer un SaaS qui va accompagner les gens pour les aider à trouver des clients. Et à mon avis, ça aurait donné un Frankenstein, un produit très très bizarre qui aurait eu aucun client. Alors qu'actuellement, avec ton accompagnement, il marche très bien. Et parce que tu t'es dit, je vais pas lancer un SaaS. Et je pense que tu t'es même pas dit, je vais lancer un accompagnement. Tu t'es dit, il y a un problème, comment je le résous? Boum, bah, un accompagnement, C'est parce que ça. c'est la réponse logique. Parce que c'est un mélange, pardon, ouais, je finis là-dessus, de formation, donc de do it yourself et de coaching, parce que ils ont besoin, les mecs, d'être suivis pour vraiment avoir des résultats. C'est sans doute la logique que tu as eu en mode, bah, formation, c'est pas assez suivi, du coup, les gens, ils vont acheter la formation, on va pas avoir de résultats. Si je fais que du coaching, bah, c'est bête parce que je vais répéter des choses qui en formation, du coup, boum, je mets les deux ensemble pour obtenir le plus de résultats clients. T'as tout résumé. T'as tout résumé. Les gens, enfin, les freelances, personnes qui montent des agences web, même des bureaux d'études, sont des gens qui sont capables d'apprendre par eux-mêmes. Mais par contre, ils vont rencontrer des problématiques sur lesquelles ils ont besoin d'être épaulés, d'avoir un avis externe. Et souvent, même, en discutant avec la personne trouve la solution elle-même. C'est juste qu'en fait, elle avait besoin de quelqu'un qui lui pose les bonnes questions. Et je dis souvent quelque chose, c'est que mon métier, c'est pas de t'apprendre des choses, c'est juste te poser les bonnes questions. Mmh. Et je pense que quand tu poses les bonnes questions à quelqu'un, les réflexions, elles viennent de lui-même et en plus, elles ont Mmh. 100 fois plus d'impact. Parce que si je te dis qu'il faut poster 5 fois par jour, 5 fois par semaine, mais que tu vois pas l'intérêt, tu vas jamais le faire. Alors que si je t'amène une réflexion en t'expliquant que c'est important pour toi, pour ton acquisition, pour ton personal branding, si tu veux monter des produits plus tard, tu vas avoir besoin d'une audience. Si tu veux sortir du carcan freelancing où je vends mon temps, tu vas avoir besoin d'une audience. En fait, tu vas amener tout ça à maturité dans ta tête. Ça va vraiment venir de toi-même et tu vas l'implémenter, quoi. Tu sais qui faisait ça comme philosophe? Un des Non. philosophes les plus connus au monde? Si ce n'est le plus connu, que tout le monde prend en référence, c'est Aristote. Ok. Aristote, c'est un philosophe grec qui est référencé par énormément d'ouvrages de Platon et d'autres philosophes grecs de son époque, mais il a jamais écrit une seule ligne de lui-même, parce qu'en fait, lui, tout ce qu'il faisait, c'était, il posait des questions aux gens, et il arrivait à poser tellement les bonnes questions que tout le monde était fasciné par lui. Genre, les plus grands philosophes de l'époque étaient fascinés par lui, et t'as donc Platon, donc qui est un philosophe très connu, qui a écrit Ouais. beaucoup d'ouvrages. Tous ces ouvrages, il y a tout le temps le personnage d'Aristote qui pose des bonnes questions à tous ces personnages. Mhm. Et en fait, c'est un des trucs les plus pertinents que j'ai entendu, c'est que quand tu veux que quelqu'un se mette vraiment en mouvement, il faut que ça vienne de lui profondément. Et pour ça, rien de mieux que lui poser des bonnes questions. C'est comme dans un appel de vente, si tu sais vendre, tu parles pas, tu poses des questions et tu laisses la personne parler 90% du temps, quoi. Ouais, 100%. 100%. Je pense que poser les bonnes questions au bon moment, à la bonne personne, si tu trouves cet angle de lumière qui passe dans ton espèce de prisme derrière, t'as du résultat à tous les coups, quoi. Euh, je sais pas comment. Tu sais, tout à l'heure, on disait oui, j'avais trouvé une problématique. Moi, pourquoi est-ce que je suis arrivé dans l'accompagnement? C'est parce qu'en fait,
j'aidais les développeurs dans des Discord de dev. Et Hmm. moi, ça fait 11 ans que je fais du dev, 8 ans que je suis freelance. Donc bon, j'ai essuyé des plâtres, j'ai été avec des grands comptes, des petites startups. Bref, j'ai vu pas mal de choses dans ma carrière de dev. Et en fait, je donnais des conseils à ces gens de manière gratuite. Et un jour, il y a quelqu'un qui m'a dit, mais est-ce que tu veux pas me suivre un peu plus profondément? Je lui dis, bah, écoute, là, en termes de timing, c'est un peu chaud. Je m'entords déjà 5 personnes, c'est compliqué. Il m'a dit, mais moi, je suis prêt à te payer. Et en fait, ça a fait un clic dans mon esprit. Je me Hmm. suis dit, ok, en fait, juste, j'ai trouvé mon premier client. Et donc, j'ai commencé avec lui. Bon, au début, c'était un petit peu catastrophique. Enfin, pas catastrophique parce que je le faisais déjà, mais il n'y avait pas de formation. C'était pas aussi cadré que maintenant. Et en fait, c'est comme ça que je suis arrivé dans ce business-là, quoi. C'est vraiment par pur hasard, entre guillemets, quoi. Et je pense que c'est ça où, et c'est là où tu t'en sors le mieux, c'est parce que tu faisais déjà quelque chose et quelqu'un t'a dit, bah attends, je te donne de l'argent pour ce que tu es en train de faire, quoi. Merveilleux. Product market fit. Et donc, si tu le faisais sans être payé, en plus, c'est-à-dire que tu adores ça. Donc, je pense que tu es Mm. à la bonne place là. Ouais, très honnêtement, je suis très satisfait de là où j'en suis. Je trouve que c'est une bonne étape quand tu as travaillé pour les gens. Maintenant, tu essayes d'aider les gens à travailler pour d'autres gens. C'est cool. Euh, pour parler un peu plus de choses un peu plus tech, un peu plus grand public, est-ce qu'il y a un truc tech qui t'excite particulièrement? L'IA, la blockchain, je sais pas. Je pense qu'on va, on va vite passer ce sujet en ligne parce que j'ai pas grand-chose à dire là-dessus. Ok. Moi, la tech, je m'en désintéresse de plus en plus. Ouais. Ça fait 5-6 ans que je suis développeur et je suis en train petit à petit de moins en moins développer, de plus en plus faire de marketing. Non pas parce que la tech est pas passionnant, mais parce que moi, ce qui me passionne, c'est les trucs qui me permettent de faire de l'argent. Et en fait, le marketing permet bien plus d'avoir un effet de levier sur ton portefeuille que de développer. Totalement. Je l'ai dit, je crois précédemment, mais j'avais atteint 10K en freelance au bout de 3 années, alors que tu vois, 3 ans, tu ne touches pas 10 000 euros par mois. Et j'étais en mode, bah, plafond de verre, en fait. Je vends mon temps, je travaille 50 heures par semaine, je peux pas faire beaucoup plus. Bon, bah, qu'est-ce que je fais maintenant? Je lance des SaaS et petit à petit, je me suis intéressé au marketing. Donc, non, j'ai pas vraiment de sujet qui m'intéresse plus qu'un autre. Je vois beaucoup l'IA exploser. Moi, je m'en sers énormément sur tous mes business. Ouais. Et je recommande à n'importe qui de s'en servir énormément. J'ai vu une étude récemment, il y a très peu de gens qui utilisent encore Cursor ou un autre éditeur de code. Enfin, les Hmm. gars, qu'est-ce que vous faites? Ouais, vraiment. Si je peux faire vite fait une petite masterclass de 1 minute pour développer 10 fois plus vite, tu utilises un outil pour parler à ton ordi. Donc moi, par exemple, j'ai Better Dictation, tu peux avoir Mac Whisper, peu importe. Donc maintenant, tu Ok. n'écris plus, tu parles, ça va genre 10 fois plus vite. Moi, je suis passé de Linux à Mac juste parce que sur Linux, au moment où il y avait tous ces outils qui sortaient sur Mac, bah, ils n'étaient pas encore dispo sur Linux. J'adore Ok. Linux, mais je suis passé sur Mac juste pour pouvoir parler à mon PC. Donc je parle à mon PC, soit je parle à Claude.i, soit je parle à Cursor, et maintenant je développe quasiment plus. Quand je fais de la maintenance, c'est l'IA. Je lui discute, je lui dis bon bah tu vas me réparer cette partie du code, il va chercher le bon endroit dans le code et il modifie les lignes tout seul. Je fais juste un petit check-up, ouais bon ça m'a l'air pas mal. Et après le commit, bah j'ai super Maven, je clique sur une étoile et ça me fait le nom du commit Le nom du automatiquement. commit. Donc on a atteint un stade quand même où franchement on développe à Ça des fait vitesses. longtemps que t'as pas tapé une ligne de code, quoi. Ouais, très très peu quoi, pour Ouais, modifier des fois des landing pages, des trucs comme ça, mais ouais, ça va de plus en plus vite. c'est trop bien. T'imagines, c'est un niveau stratosphérique. Avant VS Code, déjà, c'était bizarre. On est arrivé sur VS Code. Ensuite, maintenant, on a des extensions de VS Code qui nous permettent de coder plus vite. Maintenant, on parle au PC pour générer plus rapidement du code. Ah, Ouais. c'est beau. C'est Et beau, tu c'est vois, là, beau. on est sur la partie développement, mais pareil, moi, je fais de la gestion de projet parce que je suis CTO de la boîte, de l'agence Incomparable. C'est moi qui gère le projet, qui dit les tâches qu'il faut faire, etc. Et Ouais. pareil, j'ai un agent GPT que j'ai créé qui s'occupe, en fait, de créer les tâches que je donne aux développeurs avec tout le descriptif, etc. Un truc qui me prenait 2-3 jours avant, qui était super chiant. Maintenant, je le fais en Hmm. 2 heures pour des Ah, projets qui coûtent 20-30K, tu vois. Donc, c'est exceptionnel. trop bien. Trop bien. T'es vachement dans la. Enfin, c'est une question, hein. T'es profondément dans la processisation et la systémisation des choses. Ouais, bah alors, je le suis beaucoup, mais c'est marrant parce qu'on avait, du coup, on était à Marrakech avec 10 autres entrepreneurs, on est quasiment tous développeurs, je crois, et on faisait un qui de nous. Qui est de nous est le plus intelligent, qui est de nous le plus marrant, blablabla. Et on a dit qui est de nous le travaillait le plus. Donc c'est tombé sur moi. Par contre, on Ok, a dit qui de nous était le plus productif et ce n'est pas tombé sur moi. Alors que je suis celui qui travaille le plus. Donc ok, je pense qu'en fait, je fais la relation entre les deux. Je suis la personne qui travaille le plus sans doute que je connaisse. Par contre,
je suis pas celle qui va optimiser le plus. J'optimise beaucoup, je processise beaucoup. Je recommande à n'importe qui, dès qu'il fait une tâche 2 fois, de créer un document qu'on appelle SOP, qui permet de lister tout ce qu'il y a à faire pour faire la tâche et aller 10 fois plus vite. Par exemple, quand je publie un podcast, c'est toujours la même description, il faut trouver un titre, il faut poster sur différentes plateformes, blablabla. Du coup, j'ai un document qui me dit étape par étape comment faire, parce que je vais pas le faire 10 fois, à chaque fois réfléchir et réutiliser mon cerveau, l'épuiser pour une tâche qui est répétitive et qui est toujours la même. Quand je fais du setting, donc qui est contacter des gens sur LinkedIn, pareil, je processise, je te l'ai montré en off, j'ai créé un Figma dans lequel j'ai des templates de messages avec les objectifs, etc., qui me permet d'aller 10 fois plus vite et éviter de créer manuellement des messages à chaque fois. Et tu vois, tu m'as aidé parce que c'est là où je fais pas le travail jusqu'au bout. Tu m'as donné une extension, donc qui est TextBlaze, qui va me permettre d'aller encore plus vite. Ouais. Donc je pense que je suis quelqu'un qui processise beaucoup et heureusement. Sinon, je pense que j'en serais pas là. Ouais, Mais je suis pas celui qui processise le plus. Et pour donner de la valeur et aller jusqu'au bout de la réflexion, je pense que l'équation mathématique, ça serait temps de travail fois vitesse de travail. Et du coup, moi, je suis quelqu'un sur le temps de travail où j'ai un énorme effet de levier parce que je travaille 12 heures par jour. Mais par exemple, sur l'autre côté de l'équation, donc sur le fois, je dois être sur un x2, là où peut-être des Melvin qui sont sur des x3. Donc même si je travaille 2 fois plus que lui, parce qu'il doit travailler 6 heures par jour, moi 12 heures, bah lui, il est beaucoup plus productif. Donc j'ai peut-être à m'améliorer de ce côté-là. Ok, je comprends. Je comprends. Non, mais c'est quand même intéressant parce que tu sais que tu travailles beaucoup et tu sens quand même que il y a encore un gap où tu peux aller plus loin, tu peux aller processiser, enfin pas processiser, mais tu peux augmenter cette vélocité autour de ton travail. C'est ça qui est intéressant. Ouais, et tu vois, je le sais, et pour autant, ça fait un moment que je le sais que je suis pas la personne la plus productive, mais j'ai l'impression d'avoir une espèce de 80-20, c'est-à-dire que je processise à peu près ce que je peux, il y a des choses que je processise pas, et j'ai aussi l'impression que ça fait partie de ma personnalité, c'est-à-dire que je cherche pas trop à optimiser, parce que j'ai l'impression que pour moi, c'est comme si c'était une perte de temps, que c'était pas là qui était ma force, et que ça me compliquait un peu la tâche. Peut-être que c'est une croyance limitante que j'ai, hein, mais ça vient aussi avec l'expérience. Et je me dis, bon, c'est pas grave, si je suis pas le plus productif, je joue sur ma force qui est que je suis la personne qui travaille le plus et j'essaye d'être au maximum productif et ça va le faire quoi qu'il arrive. Donc après, il faut essayer de trouver ses forces aussi. Je pense que c'est important de savoir qui on est. On y revient, on y revenait tout à l'heure. La prospection et le travail sur soi, c'est crucial de savoir, ok, je suis quelqu'un d'étourdi, je suis quelqu'un de focus. Combien de temps est-ce que je peux me concentrer? Est-ce que je préfère travailler dehors? Est-ce que je préfère travailler avec des bruits blancs? Est-ce que j'ai besoin d'une to-do list? Est-ce que j'ai besoin de pauses régulières? Et je pense que ce système de travail interne, c'est une des premières étapes, je trouve, en tant qu'entrepreneur, parce que ben, quand on est entrepreneur, on dépend de soi et on ne dépend pas de... Et j'ai beaucoup parlé, donc je vais permettre de te poser une question qui m'intéresse vraiment. Dis-moi. C'est toi, quelle est ta routine? Donc comment tu travailles, comment tu es productif, etc. Et comment tu en es arrivé à cette routine? C'est-à-dire que comment tu t'es dit ouais cette routine est la bonne pour moi et peut-être pas Ouais, pour quelqu'un d'autre. ok. Bon, alors déjà, moi, j'ai testé plein de trucs. J'ai testé le Pomodoro, j'ai testé le fait de faire des time blocks, j'ai testé le fait de faire une to-do list, le fameux Eat the Frog. Euh, j'ai testé d'aller travailler dehors, de travailler dedans, de travailler sans musique, avec musique. En gros, moi, ma technique, c'est euh, to-do list le soir avant d'aller dormir. Parce que je pense qu'il y a un truc mystique où mon cerveau il travaille la nuit. Pas encore sûr de tout ça, Je mais pense que c'est pas vraiment mystique, c'est un fait. Hein. Ton ouais. cerveau travaille la nuit. Après, est-ce que ça aide énormément? Peut-être pas, mais non, je pense que c'est une très bonne habitude. Donc je lui donne la to-do list avant d'aller dormir. Comme ça, ma to-do list elle est sur mon tableau qui est à côté. Hmm, Le matin, j'arrive, je bois mon café face à mon tableau. Oui, je hmm. suis retombé dans le café. Je bois mon café face à mon tableau et je me définis dans ma journée, je vais faire ça, ça, ça. J'attaque et je fais des time blocks. C'est-à-dire que chaque tâche, elle a une durée maximale, peu importe qu'on soit à quel niveau on est dans la tâche. Parce que j'ai tendance à me perdre un peu dans mes tâches des fois. J'ai tendance à dépenser trop de temps sur des choses qui n'ont pas trop de value. Hmm. Donc, je fais des time blocks. Je n'hésite pas à enlever des tâches si elles sont pas utiles. Si je considère que, tu vois, le soir j'ai défini une tâche, le matin je me réveille, en fait je me rends compte que pas du tout, cette tâche elle est pas du tout prioritaire. Je la raye, donc je mets pas une tique, je la raye et le soir je la remets dans le backlog du jour d'après. Hmm. Comme ça au moins je perds pas de tâches. Et donc ouais, time block.
prends pas trop de pauses. J'ai un bureau assis debout. Cool. Toutes les 40, là, tu vois, là, je suis debout. Toutes les 45 minutes, 45 minutes, 1 heure, je passe 1 heure debout ou 1 heure assis. Ok. Et voilà, après, qu'est-ce que je fais d'autre? Non, ouais, j'essaye de faire des time blocks. J'essaye d'avoir une journée qui est déjà orchestrée en amont. Tu vois, le matin, je fais ça. Le matin, je fais ça. Tout ce qui est high energy, je le fais le matin. Tout ce qui est low energy, je le fais l'après-midi. Et voilà. T'as une famille, toi, à côté Ouais, j'ai une femme. Et du coup, quand elle rentre du taf, je passe un moment avec elle et je travaille un peu plus tard le soir, tu vois. Si je trouvais mon, mon truc, c'est quand elle rentre du taf, je passe un moment avec elle. Elle va dormir, on passe un moment ensemble et après je retourne travailler un petit peu. Et comme ça, ça me fait gagner 3 4 heures dans la pénombre avec des bruits blancs Hmm. de jungle, tu vois. Et je trouve que je suis vachement productif comme ça parce qu'en fait, j'ai fait un reset. J'ai l'impression d'avoir 2 journées en une, tu vois. Ok, Et, et voilà. Et intéressant. toi, t'as. Vas-y, dis-moi, dis-moi. Et comment t'en es arrivé justement à cette routine? Je pense que c'est incrémentation, hein. Incrémentation au fur et à mesure. J'ai essayé plein de trucs avec le Pomodoro, ça m'allait pas. J'ai essayé des trucs avec aller prendre des pauses dehors, ça m'allait pas, ça me sortait de la zone. Bah en fait, je pense que j'ai lu des trucs et j'ai combiné un peu tout, les to-do list, le fait de Eat the Frog, j'en ai mis un petit peu. Souvent, j'essaye de prendre la tâche la plus compliquée le matin, tu vois. Je la tape d'entrée. Euh, ouais, c'est franchement lecture, YouTube et parler avec des entrepreneurs, hein. Voilà. Et toi, t'as une routine un peu particulière? Bon là les gars, moi je vais ouvrir vos écoutilles parce que là je vais dire des dingueries, donc ça va être, tu pourras mettre ça Ça en intro commence. du podcast. C'est clair, ça Bon, commence. je tiens à dire que je suis quand même la personne la plus productive que je connais. Je dis pas ça pour me vanter, c'est vraiment pour dire je suis pertinent pour dire ce que je veux dire et les trucs que je vais vous dire, c'est des trucs de cinglé, de malade mental. Tout le monde n'est pas prêt à les mettre en place. Donc voilà, c'est comme on l'a dit, c'est chacun a ses habitudes qui sont propres à lui. Et moi, j'ai une personnalité, alors je le suis pas, mais j'ai une personnalité assez autistique dans ma façon de fonctionner. C'est-à-dire que quand j'ai un truc en tête, je fais que ça du matin au soir et je pense qu'à ça, je pense à rien d'autre. Quand j'ai un truc en tête, je fais que ça. Bon, voilà, mise en contexte quand même pour préciser. Mais maintenant, on rentre dans le dur du sujet. Moi, j'ai différents points qui sont vraiment primordiaux. La première chose qui me permet vraiment de dépasser tout le monde, c'est ce qu'on appelle nofap et rétention séminale. Donc c'est vachement en lien avec la sexualité. C'est-à-dire que en nous, on a de l'énergie sexuelle. Donc notre but en tant qu'humain, c'est de survivre et de la survie de l'espèce. Donc le fait de se reproduire et le fait de créer donc des spermatozoïdes dans je vais dire les termes dans nos couilles, ça demande énormément de ressources à notre corps. Il y a des vitamines, il y a des minéraux, il y a plein de trucs dedans. Et quand on relâche ça, donc quand on relâche cette énergie, il faut la recréer. Donc notre corps il va pomper énormément d'énergie, etc. Il va recréer ce truc-là. En plus, quand on sort la sauce, on va dire, ça relâche de la prolactine dans notre cerveau, ce qui nous rend plus mou. Typiquement, Mm. je prends un exemple, quand j'ai fait quelque chose avec une fille, le soir même, je vais pouvoir regarder un film et être là en mode « Ah, je kiffe trop, je suis posé dans mon petit plaid et je suis trop heureux ». Si j'ai rien fait depuis une semaine, je vais avoir envie de faire de la boxe. Tu vois, on n'est pas sur le même type de Mm. personne. Donc la Clairement. première chose, c'est que moi, je ne me masturbe pas, j'ai pas de relation sexuelle, ou quand j'en ai, je lâche pas, retiens Ok. pendant que je fais l'amour avec la fille. Donc là, c'est un niveau de psychopathie. Tout est dédié pour être le plus productif possible au travail. Et ça, c'est la chose numéro un qui me rend le plus productif que personne. Et deuxièmement, qui augmente aussi mes capacités intellectuelles. J'ai la capacité de parler sans bégayer sur des vidéos. Des fois, j'enregistre une vidéo de 20 minutes en une fois parce que, je sais pas, quand je me masturbe, le lendemain, je vais faire que bégayer sur Le chaque mot. fog. Non, ça n'arrivera pas. Donc ça, c'est la première chose. C'est vraiment primordial. Je le commence, même si ça paraît fou. Là, t'es en mode, oh, le mec est malade mental. Personne n'est obligé de le faire. Moi, je le fais et je te dis que ça marche. Première chose. Et j'ai rien à voir en plus en rapport avec ça. Donc j'ai aucun intérêt à te vendre ce truc Ça va et, arriver. et, pas, et passer pour un fou si je le dis. Bon, première chose. Deuxième chose, pareil, c'est un truc. Alors la première chose, c'est ce que j'ai dit avant, c'est bon pour la santé. Il y en a plein qui vont dire non, non, c'est pas bon, blablabla, le cancer, je sais pas quoi. C'est faux. On va pas débattre là-dessus. On fera peut-être un autre podcast un autre jour là-dessus. Deuxième chose, par contre, là, c'est extrêmement mauvais pour la santé. C'est que je me tue au café. Mais quand je me tue au café, c'est que je peux prendre des Red Bull et des cafés 6 à 7 fois par jour.
Donc je te laisse imaginer l'état de mon corps après une journée de travail. Alors attention, j'ai des périodes où pendant 2 semaines d'affilée, je me lève à 5 heures, je finis à 20 heures et je fais que ça de la journée. Et du coup, je prends 5-6 cafés par jour. Donc je diminue littéralement mon espérance de vie, comme si j'étais Luffy dans One Piece et que peut-être que les gens auront la ref, on vient me piquer et qu'on prend 20 ans d'espérance de vie pour repartir au combat. Donc vraiment, je descends mon espérance de vie. Je conseille à personne de faire ça. Moi, je vous dis juste ce qui me permet d'être productif. Mais ne le faites pas. Mais c'est ce qui me permet de le faire et j'en suis conscient. C'est-à-dire, je connais les trucs. Je peux arrêter du jour au lendemain un café, je m'en fous. Mais j'ai fait le choix conscient de prendre 6 putains de cafés par jour pour travailler plus que n'importe qui. Et donc là, par exemple, je suis dans une phase où je vais le faire pendant 2 semaines jusqu'au 9 février, c'est ça. Et à partir de là, j'arrêterai totalement le café pour passer à 1 ou 2 cafés par jour. J'irai voyager, blablabla. Donc deuxième chose, donc première chose, NoFap et rétention séminale. Deuxième chose, je me tue au café. Je sais qu'il y en a plein qui vont insulter en commentaire, mais c'est pas grave, je vous dis ce qui marche. Troisième chose primordiale aussi, c'est gestion de la dopamine, ce que j'appelle moi le dopamine mindset. C'est-à-dire que quand j'ai une période de travail, je n'ai aucun plaisir. Alors c'est pas négatif, c'est-à-dire que je n'ai aucun plaisir. Déjà j'ai pas TikTok parce qu'il faut être un fou pour moi pour être TikTok. Je suis désolé si tu l'as. Je l'ai pas non plus, t'inquiète pas. Mais je vais pouvoir l'installer pour poster dessus. Donc. ok. Mais bon voilà, je n'ai aucun réseau social, je joue pas à des jeux vidéo, j'ai YouTube qui est bloqué, j'ai pas les recommandations YouTube, j'ai pas LinkedIn, j'ai LinkedIn qui est bloqué toute la journée parce que le fait de recevoir des notifications avec le petit truc rouge, c'est de la validation sociale qui génère énormément de dopamine dans le cerveau parce que on a survie et survie de l'espèce qui sont hyper importants pour l'humain, mais le troisième de cette triade, de ce triptyque, c'est la tribu, ce qu'on appelle la tribu, la reconnaissance sociale. Parce qu'avant, on vivait en tribu, blablabla, on était 100 dans une tribu, et si tu te faisais exclure de la tribu, ça veut dire que tu mourrais. Donc, dans notre génétique, dans notre inconscient, c'est imprimé qu'il faut qu'on soit validé par la tribu, et donc c'est quelque chose qui est hyper puissant en termes de dopamine. Donc, je bloque LinkedIn, je bloque Insta. Bref, je n'ai rien dans ma journée, si ce n'est le travail. Du coup, je me lève le matin. Qu'est-ce que je fais? Je travaille. Ok, j'ai la flemme de travailler. Je sais pas, il y a un moment de faiblesse, ça fait 4 heures que je travaille, j'en ai marre. Ok, je recule comme ça de mon PC. Qu'est-ce que je fais? Ah, mais je peux rien faire d'autre. Bon, je travaille. Et du coup, en fait, le travail, c'est soit le travail, soit l'ennui. Et du coup, en fait, le travail devient ma nouvelle source de plaisir principale de la journée. Une nouvelle source de dopamine principale. Ce qui fait que quand quelqu'un d'autre va travailler, il va me dire, oh, j'ai du mal à travailler, je travaille 30 minutes, je fais la technique Pomodoro, puis après, j'ai du mal à travailler. Moi, en fait, je prends du plaisir à travailler et je travaille 12 heures par jour. Du coup, forcément, je passe devant cette personne-là. Donc, voilà, 3 choses, NoFap. C'était quoi le deuxième? Oui, caféine. Et troisième chose, dopamine, mindset. Et même pour aller plus loin avec la dopamine, moi ce que je fais, c'est que je me lève à 5 heures et je prends une giga douche froide, ce qui fait que c'est une dose de stress immense. Et du coup, relativement à ça, tout le reste de la journée va me paraître plaisant. Mais ça, faut être un peu fou pour faire ça, parce qu'à 5 heures, t'as tout sauf envie de prendre une douche froide, honnêtement. À 5 heures, c'est dur, hein. Je le faisais, moi, mais un peu plus tard, vers 7 heures, tu vois. Et déjà, c'est compliqué, quoi. Je l'ai fait pendant un moment, la douche froide. Moi, ce que j'aime faire, des fois, il y a des fois je peux pas, parce que comme je travaille le soir, mais il y a une période où je travaille un peu moins le soir et je me levais tôt et j'allais au sport très, très, très tôt. Direct à l'ouverture, 6 heures, tu vois, j'y étais. Et ça, c'est pas mal aussi. Ça donne un peu de pêche Ouais. pour la journée. Mais je sais pas comment tu gères ton sport, si tu fais du sport. Ouais. Alors moi je fais, du coup c'est un point que j'allais venir, après j'aurai un dernier point, je finirai là-dessus. Donc moi je fais de la musculation. Je recommande d'ailleurs à n'importe qui dans ce rythme de vie-là de faire du sport. Sinon déjà que ton espérance de vie, alors si tu prends 6 cafés comme moi par jour, bon déjà t'es bête mec, ne le fais pas. Du coup tu baisses ton espérance de vie. Si en plus tu fais pas de sport et que tu restes assis toute la journée, bon tu vas mourir à 30 ans. Donc tu seras riche à 25, ça te laisse 5 ans pour profiter, c'est peut-être pas assez. Donc ouais, moi je fais de la musculation tous les jours, de 10h, 10h30 à midi. Ok, voilà. Trop bien. Donc allez voir mon physique sur Insta, ceux qui sont curieux. Mais j'ai vu, à un moment donné, t'as levé les bras, je dis, le gros muscu. Non, en plus là, ils sont pas très très gros parce que je suis pas à fond, mais c'est gentil. Et tu m'as dit que t'avais un autre point? Oh putain, je l'ai oublié. Ouais, il y a un dernier point qui est très très important. Et si je vous laisse en disant qu'il est très très important et que je ne le dis pas, je vais me faire attraper en commentaire une fois de plus. J'en profite pour dire que je prends des compléments alimentaires, prenez des vitamines, des oméga 3, etc. Parce que en restant dans votre champ toute la journée, voilà, j'ai retrouvé mon autre point. Mais bref, prenez des compléments alimentaires. 100%. L'autre point, c'est, je vais prendre une phrase un peu choc pour expliquer mon point, c'est le moment où je suis le plus performant, c'est couilles vides, c'est couilles pleines, ventre vide. Couilles pleines, ventre vide, parce que quand t'es en digestion, ton corps, il est mou, il est là, t'es là,
t'es tout mou, t'as mal au ventre, etc. C'est chiant. Donc moi, je fais un truc de psychopathe qui s'appelle le régime carnivore, où je mange que de la viande. Ok. Et notre corps, grosso modo, est fait pour digérer de la viande. C'est-à-dire que quand tu manges que de la viande, tu chies une fois toutes les semaines au lieu d'une fois tous les jours ou tous les 2 jours. Parce que t'as pas, en gros, la viande, c'est ce qui est bon pour ton corps par nature, parce qu'on est des chasseurs-cueilleurs, mais des chasseurs avec 90 b. On bouffait en grande partie de la viande rouge parce que on était dans une ère glaciaire, ce qui fait qu'il y avait beaucoup moins de fruits sur les arbres, etc., et qu'ils étaient Hmm. en plus beaucoup moins sucrés. Mais bon, je pourrais développer longtemps là-dessus, mais grosso modo, je mange des trucs qui me facilitent la digestion et je mange très peu le matin, ce qui me permet d'être pleinement concentré le matin. Et après, je mange 3 œufs le matin, donc pour moi, c'est assez peu. Ouais. Après, je fais 2 gros repas, midi et soir, parce qu'il me faut énormément de protéines pour la muscu. Ouais. Mais donc voilà, ventre vide, Très on est bien. beaucoup plus performant. Si vous faites pas muscu, ventre vide, pas de repas le matin, en mode, Hmm. comment on appelle ça, jeûne intermittent, et let's go, quoi. Ouais. Ouais, moi je fais un peu de. Bon, je mange quand même le matin parce que je peux pas. J'ai besoin aussi. Je fais aussi de la muscu, donc j'ai besoin de mon retour de protéines le matin. Mais par contre, je mange pas à midi. Je mange pas à Ok. midi et donc j'ai toute ma journée où je suis ventre vide et je mange le soir tranquille. J'essaye de réduire un petit peu en plus, donc je mange tranquille le soir. Et ok, mais c'est hyper intéressant parce qu'en plus, c'est vrai que sur des corps où tu as tendance à ingérer beaucoup de nourriture, ben, généralement, ça te down vraiment, quoi, la digestion. On a tous des trucs qu'on digère plus ou moins bien. Là, c'est vraiment de l'expérimentation, tu vois. C'est comme les habitudes. Moi, je peux vous recommander le livre Le paradoxe des plantes, qui vous explique un petit peu pourquoi l'alimentation qu'on a dans notre quotidien qui est culturellement acceptée est pas forcément la meilleure. Et peut-être qu'on peut y réfléchir et trouver une meilleure alimentation. Je vous dis pas de prendre la mienne, mais juste d'y réfléchir et de trouver des alternatives aux aliments que vous avez l'habitude de manger, ça pourra vous aider, quoi. Ouais, 100%. 100%, j'ai fait ce travail aussi de savoir qu'est-ce qui allait bien, qu'est-ce qui allait pas bien. Et en fait, ça change ta vie, quoi. Donc, tu avais des comportements qui étaient bizarres et que tu n'arrivais pas à expliquer, qui provenaient de ton alimentation, que tu as enlevé. Et en fait, tu te rends compte que tu passes des étapes, quoi. Trop bien. Carrément. Est-ce que tu as quelque chose, déjà, est-ce que tu as quelque chose à nous partager un peu pour essayer de conclure? Est-ce que tu voudrais conclure sur quelque chose qui va arriver pour toi? Je vais partager un apprentissage que j'ai eu récemment, qui est très important pour moi, c'est que jusqu'à maintenant, j'étais en mode, ok, mon seul but, c'est de devenir riche. Et du Ouais, coup, j'étais à fond dans la raison, dans ce qu'on appelle le mental, dans ce que d'autres appellent en spiritualité l'ego. Et cela me rendait extrêmement malheureux. Alors, je m'en foutais, honnêtement, je m'en foutais un petit peu. Mais j'ai perdu des relations autour de moi, dont mon ex, etc. Et ça m'a rendu extrêmement triste. Et j'en suis venu à me poser la question, est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose de mieux, en fait? Et je mettrais en parallèle le mental, l'ego, et donc laisse un peu de la logique, là, etc. Et le cœur, les émotions, la connexion à l'autre. Et j'étais avant à 100% dans la raison, dans la réflexion, dans la logique, ce qui est le meilleur mode. Genre, c'est le mode le plus optimisé pour l'entrepreneuriat. C'est celui qui permet aux entrepreneurs de réussir, parce que si t'es que logique, tu n'es pas émotion, tu n'es pas cœur, tu supprimes l'empathie, tu supprimes la connexion à l'autre, et tu es beaucoup plus performant. Tu es une espèce de robot IA ouais, hyper performant, hein, un peu comme un autiste Asperger, comme Elon Musk ou autre, et c'est clairement. trop bien. C'est ça qui permet d'aller plus vite que les autres, c'est pour ça qu'à 23 ans, j'en suis là, mais ça te rend extrêmement malheureux. Et en fait, c'est un sacrifice. Si tu nourris que cette partie de toi, la partie de la raison, eh bien, c'est vraiment un sacrifice. C'est-à-dire que tu t'empoisonnes et tu te rends malheureux. Et si tu fais que ça, il y a ce qu'on appelle le renforcement neuronal qui fait qu'en entraînant cette partie de ton cerveau, tu vas devenir de plus en plus cette personne et à long terme, tu vas un peu détruire ton bien-être. Et donc, je me suis dit, bon, ok, ça fait 3 ans que je suis comme ça, on va essayer d'être un peu plus dans le cœur, dans la connexion à l'autre, dans le moment présent. Je sors un peu des termes de spiritualité, peut-être que ça Ouais, bien sûr. connectera dans le cerveau de certaines personnes. Et ça m'a permis d'être beaucoup plus heureux. Je suis parti à Marrakech, etc. Je suis parti à Paris, j'ai un peu voyagé, et ça m'a permis d'être beaucoup plus heureux. Et maintenant, mon but, c'est de ni être dans un extrême ni dans l'autre, mais de prendre le meilleur des deux mondes et de les fusionner. Si vous êtes des entrepreneurs qui êtes 3 fois en travail, je vous invite à essayer un petit peu d'explorer cette partie-là du cœur, de la connexion à l'autre pour vous améliorer votre vie. Et si vous êtes trop dans l'empathie, dans l'émotion, etc., c'est ce que j'ai fait dans un premier temps. Moi, je suis hyper sensible par nature, c'est-à-dire que je prends tout Mm. très à cœur, etc. Et de base, j'étais à fleur de peau tout le temps, très émotionnel, etc. Et du coup, je suis parti à fond dans la logique. En fait, c'est une erreur. Il faut être ni dans un extrême ni dans l'autre. Tout est question Exactement. d'équilibre. Et puis voilà. C'est hyper important ce que tu viens de dire parce qu'en plus, je pense que
l'image que tu renvoies, c'est c'est vraiment le grinder de base, tu vois, vraiment 12 heures par jour, à la Elon Musk. Et au final, ce que tu te dis ça, ça démontre que tu es un peu allé au bout du grind. Et une fois que tu étais au bout, tu t'es dit, ok, peut-être qu'en fait, il faut que je me reconnecte un peu plus à l'autre et à ce genre de choses. C'est hyper important, je trouve que, en plus, du coup, ça te donne une image bien plus humaine, qui est en fait, Yes, non, je mais c'est maîtrise vrai, parfaitement un personal brand. c'est vrai, en plus, tu vois, je trouve que ça te renvoie vers quelque chose qu'en fait, ok, en fait, ce mec, il grind, mais c'est aussi quelqu'un qui est comme nous. Et du coup, c'est important aussi pour toi. Et juste pour rebondir sur ce que tu as dit, je trouve que c'est quelque chose dont on parle pas assez, la place de l'amour, du bonheur, de la sérénité dans les entrepreneurs. Et on a tendance à le laisser de côté, tu vois, surtout je vais faire un parallèle avec la crypto. Nous, on est dans les tranchées, il pleut, c'est noir, tu vois, on n'a pas le temps pour parler aux gens, alors qu'en vrai, tous les entrepreneurs de ce monde qui ont réussi, soit ils ont été avec une femme qui les a épaulés pendant leur ascension, soit ils sont encore avec une femme. Faut faire attention parce que souvent, quand ils arrivent à 50 ans, ils enlèvent la dame et ils mettent quelqu'un de plus jeune. Mais bon, ça, Et ils je mettent suis pas, juste la je suis pas nouvelle trop. version, mais bon. Voilà, c'est ça. Ils prennent quelqu'un qui a 20 ans, mais bon, c'est pas grave. On va pas en parler là, on va se faire tirer dessus. Mais voilà, c'était pour dire que on sous-estime souvent la présence du plus un et de l'entourage dans ce genre de choses. Et si on n'a pas ce plus un, ben en fait, en tout cas, trouver la sérénité intérieure pour se dire, ok, mon, peut-être que je veux être riche, mais il faut aussi que je construise mon bonheur et ma sérénité personnelle pour arriver à tout ça. Ouais, totalement. J'opposerais en fait le monde du matériel et de l'immatériel. Pas grave. Grosso modo, quand on est entrepreneur, on est dans l'ego, on est dans le je veux plus, on est dans le désir, on est en fait à fond là-dedans, ce qui est le mode a tendance à te rendre le plus malheureux. En fait, c'est un peu contre-intuitif, C'est mais dingue, hein. en cherchant à être le plus successful dans le monde concret, tu deviens le plus inapte et le plus malheureux dans le monde intérieur. Sachant que c'est le monde intérieur qui est beaucoup plus responsable de ton bonheur que le monde extérieur. Ça se débat. Et donc moi, ma philosophie, c'est d'acquérir suffisamment de ressources dans le monde extérieur pour être à l'abri de potentiels soucis et pour être totalement libre. Tout à fait. Et une fois cela fait, donc j'aurais sacrifié 5 ans de ma vie, je dois être à 3, 4 ans de bien de bons sacrifices, il doit me rester 1 ou 2 ans vraiment avant de gagner beaucoup d'argent. Donc me serais empoisonné, etc. Et après, en tant que bon bourgeois qui gagne plus de 30 000 euros par mois, je pourrais investir de l'argent pour acquérir des compétences et des connaissances avec des accompagnements de gens qui sont bien plus avancés que moi dans le monde intérieur et qui pourront m'aider à aller beaucoup plus vite, à scaler beaucoup plus vite mon monde C'est ça. intérieur. Et du coup, en fait, finalement, j'aurai le meilleur des deux mondes. J'aurai le monde extérieur où je serai riche et le monde intérieur où je serai riche. Là où si quelqu'un commence directement par le monde intérieur, peut-être qu'il prendra plus de temps et qu'au final, on va se retrouver au même moment, au même endroit et que moi je suis riche des deux mondes. Alors en vrai, il s'en foutra sans doute parce que quand tu es riche du monde intérieur, normalement tu t'en fous d'être riche du monde extérieur. Mais bon, si Exactement. quelqu'un vient te montrer, mettre un flingue devant je sais pas, de pointer un flingue sur la tempe de ta femme, bon là, je suis un peu psychopathe en disant ça parce que Ah, mais normalement c'est ça ça. n'arriverait jamais. L'argent c'est le pouvoir, tu auras plus de chances de pouvoir te défendre. Bon, on peut encore partir très loin, je vais arrêter là sinon. Non, non, mais je suis en accord avec ça. Je suis en accord avec ça. C'est bien de trouver le juste milieu, mais aussi de comprendre quels sont les objectifs internes, externes, et que l'argent fait pas le bonheur, mais un petit peu quand même. Si c'est bon pour toi, je pense que on va pouvoir clôturer ça. Dans tous les cas, on attend avec impatience la prochaine version de Sassy Rose. On va suivre grandement toutes tes futures aventures parce que, au vu de ce que tu nous as dit, je pense qu'elles seront florissantes et très intéressantes. Euh, du coup, on peut te retrouver où On peut me retrouver sur LinkedIn, on peut me retrouver sur X, anciennement Twitter. Sur ces deux plateformes, je poste du contenu tous les jours que j'estime être de valeur. En tout cas, j'essaie. Et aussi et surtout sur YouTube, c'est là que je vais envoyer des gros bangers dans les prochaines semaines, prochains mois. C'est un de mes objectifs marqués sur mon fond d'écran, améliorer la quantité et la qualité du contenu sur YouTube. Donc, écoutez, retrouvez-moi sur ces trois plateformes et après, sur mes différents produits, si jamais ça peut vous intéresser. Trop bien. De toute façon, on va mettre tous les liens en description. Et puis, en tout cas, je suis ravi de t'avoir reçu ici. C'était un plaisir. Plaisir partagé à 100%. Ouais, C'était c'était trop grave cool. bien.
Et, euh, et donc, du coup, bah, pour tous ceux qui veulent me suivre, vous avez mon LinkedIn en description aussi. C'est le début de ce nouveau podcast dans lequel on va recevoir d'autres personnes qui seront aussi, qui auront aussi la même mentale, la même énergie. Et puis, on se voit prochain. Je veux Dis-moi. finir sur une question peut-être pour le prochain invité, au moins on fait une passe de questions. Carrément. Je sais pas, je me permets de lancer un Non, concept c'est comme une super ça. idée. J'ai oublié. En plus, je voulais le faire. C'est une super idée. Vas-y, Ok, dis-moi. magnifique. Eh bien moi, je vais demander à la prochaine personne, euh, hmm, est-ce que selon elle, il faut être plus dans le cœur ou dans la raison pour réussir? Et on verra la réponse qu'elle donne. Ok, trop bien. Est-ce qu'il faut être plus dans le cœur ou dans la raison pour réussir? Pour réussir. Tu me poses Ok, la ok. question et on Je vois verra bien, je vois sur quoi bien. elle part. Bon, trop bien, trop bien. Ben écoute, nickel. Je poserai ça au prochain invité et puis poserai une autre question à la suite. Super. Merci beaucoup, Yanis. Et puis, Merci à toi. on se Merci à voit vous. prochainement pour un nouvel épisode de Build to Grind. Ciao, Ciao, ciao. ciao.